Bonjour tout le monde, donc merci d'être présent aujourd'hui. On est très fiers et très heureux de vous avoir avec nous. On revient sur une population qu'on avait pré-Covid, avec aujourd'hui je crois 65 personnes qui sont présentes, donc c'est un effectif très intéressant pour nous. Une journée aujourd'hui consacrée à la fatigue et à la récupération. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais cette année, avec Kevin, avec qui on monte chaque année la formation, on s'était posé la question de se dire est-ce qu'on n'avait pas fait le tour. On avait fait la préparation mentale, la relation entraîneur-entraîné, on avait fait l'adulte féminin, l'adulte enfant. La question c'était de se dire est-ce que voilà, les choses changent, les acteurs aussi, vous changez. Ça se renouvelle, heureusement, parfois. Et du coup, la question, c'était de se dire, ben voilà, est-ce qu'il ne serait pas temps de refaire un cycle? Et en fait, on s'est rendu compte qu'il manquait peut-être une pièce essentielle du puzzle. C'était, on a beaucoup parlé de ce qu'il fallait faire pour travailler. Et en fait, on n'a pas parlé de ce qu'il fallait faire pour récupérer. Et souvent, les athlètes, et parfois les entraîneurs aussi, on oublie que l'entraînement, c'est le travail fois la récupération. Et alors, le sujet était déjà prévu avant l'été, mais j'ai accompagné beaucoup de collectifs équipes de France là, durant les derniers mois. J'ai fait l'apnée en piscine, l'apnée en eau libre, j'ai fait la nage avec palme en piscine, en eau libre. On a discuté avec le hockey aussi et d'autres. Et en fait, quand je me suis retrouvé au plus près des athlètes, je me suis rendu compte que maintenant, depuis quelques années, on avait vraiment des sportifs de haut niveau, c'est-à-dire qu'on avait des athlètes, des gens qui avaient une planification, qui avaient une semaine d'entraînement qui était millimétré, mais en fait, certains voulaient faire trop même. Et quand on commençait à parler récupération, c'était souvent le complexe de « Ah mais si je me repose, je perds du temps par rapport à mon concurrent ». Et en fait, donc ça faisait sens complètement. Donc c'est le but de cette journée, de dire c'est bien de s'entraîner, mais si on récupère pas à temps pour le jour J, hein, on va reprendre une expression souvent utilisée, mais que je trouve est très vraie, c'est être champion du monde de l'entraînement, ça ne sert à rien. Combien de personnes ont été les meilleurs entraînements, mais le jour J n'ont jamais réussi à performer. Donc l'idée, c'est un peu ça. Aujourd'hui, c'est comprendre déjà ce que c'est la fatigue et la récupération. Derrière, on parlera de comment la monitorer, donc comment la déceler. Et après, cet après-midi, on parlera plutôt des méthodes de récupération. Donc c'est un peu le but de la journée. Donc voilà, j'excuse notre directeur technique national, Richard Thomas, qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui pour des raisons familiales. Tout va bien, rien de grave, vous inquiétez pas. Mais c'est un projet qui lui tient à cœur. C'est lui qui avait monté ça en arrivant à la fédération il y a un peu plus de 10 ans. Donc je sais que chaque année, il tient à être présent. Malheureusement, cette année, ce sera la première édition sans lui. Moi, en tant que responsable du haut niveau à la fédération, je suis très content de voir que toutes nos disciplines sont représentées. On a des entraîneurs, on a des responsables de club, on a des entraîneurs équipe de France, on a des sportifs aussi. Donc ça, c'est très intéressant. J'espère que vous pourrez profiter de la journée de nos intervenants pour échanger. J'ai pleine confiance en nous, ça va être, je pense que ça va être une journée très très intéressante. Je ne vais pas m'étaler plus. Donc là on est parti pour à peu près 2h30 et je crois que c'est midi et quart, midi et demi, on fera une pause. On ira déjeuner. N'oubliez pas que pour déjeuner, il faut récupérer un ticket avec Julia. Là-bas, si vous allez là-bas sans le ticket, vous ne pourrez pas déjeuner. Et après on verra à quelle heure on finit pour voir à quelle heure on prend. Donc voilà, je vous laisse avec Guillaume Millet qui va vous présenter ce que c'est la fatigue en fait, tout simplement. Très bien, bonjour tout le monde. Merci Maxime et Kevin pour l'invitation. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, même si d'habitude le samedi matin on dort un peu plus, c'est comme ça. On essaie de récupérer un peu mieux demain. Donc effectivement, la demande qui m'a été faite, c'est de parler de fatigue et de récupération, les deux. Alors je me suis vite rendu compte que ça allait être compliqué en 1 heure de parler des deux, donc je vais surtout vous parler de fatigue, d'autant plus que je crois que le reste de la journée sera quand même plutôt porté sur la récupération, donc ça fait un peu de sens. Et la demande qui a été faite, c'était de plutôt parler un peu des mécanismes. Donc je vais avoir bien sûr quelques éléments appliqués, mais l'idée c'est ça, c'est de poser les bases théoriques de la fatigue et de la récup, et sur lesquelles vont pouvoir s'appuyer les autres intervenants. Donc c'est toujours important de comprendre. Alors, je ne connais pas votre background, donc il se peut que certaines diapos soient peut-être un petit peu trop physio, quand on va parler des mécanismes. Alors, ce ne sera pas un cours de physio, hein, je vous rassure. Mais voilà, si c'est le cas,
vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de absolument tout comprendre pour, j'espère, tirer quelque chose de cet exposé. Mais bon voilà, je préfère vous prévenir, il y a des fois il faudra s'accrocher peut-être un tout petit peu plus, aussi bien je me trompe complètement et tout ira bien, mais bon, vous me direz après. Ok, donc je vais peut-être commencer par me présenter. Donc moi je suis Guillaume Millet, je suis professeur de physiologie de l'exercice à l'Université de Saint-Étienne et j'ai la chance de travailler dans cet environnement, donc sur le site de l'hôpital Nord à Saint-Étienne. C'est un bâtiment de 2000 m² entièrement dédié, comme vous pouvez le voir, à la physiologie, la biomécanique, la médecine du sport. Donc c'est pas l'équivalent de l'INSEP, mais par certains égards, c'est même un peu mieux que l'INSEP. Pas surtout, on n'a pas accès à des athlètes de haut niveau, nous on travaille aussi beaucoup sur les patients. Mais on a dans ce bâtiment, on a la possibilité de faire des mesures complètement intégratives de biomécanique et à la fois de faire des mesures très pointues moléculaires sur le muscle des athlètes et des patients. Donc c'est vraiment une grande chance que de travailler dans ce bâtiment qui s'appelle IRMIS. À titre personnel, bon, je dois vous tout de suite préciser les choses. Je ne suis absolument pas de vos disciplines. Je les connais assez peu, pour être tout à fait honnête. Moi, je viens, comme vous pouvez le voir ici, avec les livres que j'ai commis, je viens plutôt des sports d'endurance. Donc, le ski de fond, trail running, etc. Donc voilà, quelques ouvrages que j'ai écrits, notamment celui-là il y a 2 ans, là, Ultra Trail, et puis cette année, un ouvrage un peu plus généraliste sur la fatigue, plutôt de monsieur et madame tout le monde ou des patients, qui s'appelle Défatiguez-vous. Voilà, j'aime bien écrire aussi dans les magazines. Je ne vais pas me présenter plus en détail parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et voilà, et puis de toute façon ça ne vous intéresse pas et vous avez bien raison. Voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi, j'ai un site kinésiologie.com et j'en profite pour dire que si vous voulez avoir accès, alors je crois que c'est enregistré, donc vous aurez accès au replay et vous aurez aussi accès, si vous le souhaitez, je pourrais donner à Max mes diapositives pour ceux que ça intéresse particulièrement. Bien sûr, aucun problème de mon côté. Guillaume, oui. Voilà. Là, ici, ok. Merci. C'est dommage parce que j'aime bien bouger d'habitude quand je pose, mais... Alors reviens. Eh bien, je vais essayer de faire ça. Ok. Eh ben, c'est parti. Vous êtes prêts? Sûr? Bon, parfait. Eh ben, qu'est-ce que la fatigue? On va commencer par ça. Donc, sans aller trop loin dans les définitions, important de préciser qu'on peut au moins différencier 2 types de fatigue. La fatigue chronique et la fatigue aiguë. Que l'on peut définir de la façon suivante. Donc on peut aussi, la fatigue chronique, c'est aussi ce qu'on va appeler le surentraînement, d'accord? Et la fatigue aiguë, c'est plutôt ce qu'on va appeler la fatigabilité. Donc je vais surtout parler de ça, vous allez voir, de la fatigue aiguë, c'est-à-dire la fatigue que l'on va avoir lorsque l'on s'entraîne ou après les compétitions. Mais quand même dire un mot très rapidement du surentraînement. Oui, pardon, et la fatigue neuromusculaire, c'est la même chose. On va parler de fatigue neuromusculaire, fatigabilité, fatigue aiguë, tout ça c'est plus ou moins la même chose. Okay, donc ce sera surtout axé là-dessus aujourd'hui. Mais quand même le surentraînement, que l'on peut définir comme l'accumulation de stress, qui est de stress physique, mais qui peut être aussi de stress psychologique, qui peut être lié à l'entraînement ou pas d'ailleurs, qui peut être lié à des événements extra-sportifs, mais qui vont contribuer à cette accumulation de fatigue. Donc cette accumulation de stress qui va entraîner à long terme une baisse de la capacité de performance. Et on va en parler juste après, très rapidement. Mais voilà, c'est important, donc on parlait de l'importance de la récupération, cette accumulation de stress, et on devrait ajouter sans se donner les moyens, ou sans avoir les moyens, c'est pas forcément un choix, parfois dans la vie on a des contraintes, et on n'a pas forcément les moyens de bien récupérer, à la fois parce qu'on n'a pas le temps, à la fois peut-être parce qu'on a des contraintes familiales, professionnelles, etc. Et j'insiste sur le fait qu'on ne parle pas seulement des contraintes physiques, ça peut être aussi du stress mental. Et puis la fatigue aiguë, ou fatigue neuromusculaire, ou fatigabilité, ça va être la diminution des capacités fonctionnelles, c'est-à-dire je suis moins fort, je suis moins puissant quand je suis fatigué. Et on va voir pourquoi on est moins fatigué, et puis ce qu'on peut faire aussi bien sûr pour essayer de lutter, pourquoi on est plus fatigué, et pourquoi on est moins performant, et on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour lutter contre ça. Donc très rapidement quand même, et je crois que ça va être un petit peu l'objet de la prochaine présentation, cette notion de surentraînement, comment on peut le monitorer, etc. Donc juste une diapositive pour dire qu'on parle, quand on commence à avoir ce déséquilibre, on va plutôt parler de surcharge. Donc là, si on en prend conscience et qu'on
qu'on change un peu l'entraînement, qu'on allège un petit peu, qu'on récupère mieux, on peut s'en sortir. Si on insiste, on peut tomber dans un syndrome de surentraînement, qu'on appelle aussi le syndrome de contre-performance inexpliquée. Et quand on est réellement en état de surentraînement, ça peut être assez grave, c'est-à-dire que ça peut être plusieurs mois, voire plusieurs années de carrière escamotée, voire parfois d'arrêt de carrière, hein, c'est déjà arrivé. Voilà, donc il faut vraiment tout faire pour ne pas tomber. Donc on doit essayer de monitorer un peu les signes qui vont prévenir, qui vont nous montrer que l'on va tomber ou pas dans cette surcharge et puis dans ce surentraînement. Donc le principal indicateur, c'est ça, c'est la performance. On s'entraîne, on a l'impression de s'entraîner, de bien s'entraîner, de s'entraîner peut-être trop, justement, c'est ça le problème. Et puis malgré tout, les performances ne sont pas au rendez-vous, voire diminuent. Et donc le réflexe, c'est de dire, je suis pas au niveau où je devrais être. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets les bouchées doubles, je m'entraîne encore plus, et donc du coup, ça ne fait que renforcer le problème, évidemment. Donc pour essayer de prendre conscience de ça et de monitorer, il y a un certain nombre d'outils. Ça peut être les outils subjectifs, des questionnaires. Donc vous avez différents questionnaires. Par exemple, le questionnaire de la Société française de médecine du sport, qu'on peut remplir à intervalles réguliers. Vous avez des outils comme la variabilité de la fréquence cardiaque, avec des choses qui sont maintenant avec des outils portables, des bagues. Vous avez peut-être entendu parler des bagues Oura qui vont mesurer pendant la nuit la fréquence cardiaque. Et donc la variabilité de cette fréquence cardiaque. Quand cette variabilité, c'est-à-dire que l'écart entre chaque battement devient de plus en plus régulier, quand il y a moins de flexibilité dans la fréquence cardiaque, en général, c'est pas très bon signe. Et d'ailleurs, les gens qui vivent en vieillissant, on a une diminution de la fréquence cardiaque, et quand ça devient vraiment trop régulier, en général, c'est que ça sent le sapin. Donc on n'en est pas tout à fait là avec les sportifs, mais c'est un peu la même idée de dire on devient plus rigide, entre guillemets, sur le plan cardiaque. Et donc voilà, vous avez des outils comme des bagues, comme des bracelets Whoop, des choses comme ça, qui valent ce qu'ils valent. Peut-être ce sera discuté dans la présentation d'après. Et puis après, il y a des mesures un petit peu plus qui demandent un peu plus d'investissement temporel, mais qui sont plus précises, qu'on doit faire tous les matins, etc. Bon bref, je ne vais pas insister. Mais bon, c'est important. Il y a aussi la possibilité de faire des analyses de sang pour aller détecter des CPK, de l'inflammation, etc. Et puis des tests un peu plus de fonction cognitive, de réactivité, etc. qui montrent parfois un peu des signes de fatigue. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas un indicateur qui vous dit « Ah bah oui, là je suis en train de tomber en surentraînement, il faut que je lève le pied ». Ça n'existe pas. Celui qui serait peut-être le plus, si on devait en choisir un parmi tout cela, c'est sûrement la variabilité de la fréquence cardiaque, à condition de le faire comme il faut. Donc comme je l'ai dit, on va surtout s'intéresser à la fatigue aiguë ou fatigue neuromusculaire. Donc qu'est-ce que c'est? C'est ça, c'est-à-dire c'est une diminution. Ici vous avez la puissance. Alors oui, quelques diapositives, là, le projecteur, je m'excuse, le projecteur n'est pas super bien réglé, donc quelques diapositives sont un petit peu bouffées. J'ai essayé rapidement ce matin d'ajuster, mais bon, il se peut que ça soit le cas. Donc bref, ici c'était écrit puissance. Donc on a une diminution, je fais des sprints ici, des sprints répétés, j'ai une diminution de la puissance maximale. Ici je fais une contraction maximale de 2 minutes, j'ai une diminution de ma force maximale. Donc voilà, c'est simplement ça la fatigue neuromusculaire. C'est je suis moins performant. Si je mesure la puissance ou la force maximale, eh bien elle diminue, et ça c'est le signe de ma fatigue. C'est aussi simple que ça. Et donc si je fais un effort sous maximal, donc je suis capable de faire un effort sous maximal, et que je mesure à intervalles réguliers ma force, eh bien je vais avoir une diminution. Alors au tout début on peut avoir ce qu'on appelle une potentialisation, même si on est bien échauffé, mais ça dure pas, et assez vite on va avoir les capacités musculaires. Et en réalité vous allez voir que c'est pas musculaire, je l'ai dit déjà, c'est neuromusculaire, on va s'attarder là-dessus un petit peu, qui vont diminuer, et donc c'est le signe de fatigue. Donc il ne faut pas confondre la fatigue et l'épuisement. On peut tout à fait être capable de nager à une certaine vitesse et être fatigué. D'accord ? Pour le savoir, la seule façon c'est de faire une mesure max. Alors qu'est-ce qui fait que l'on est plus ou moins fatigué? Eh bien, c'est pas exhaustif, mais vous avez toutes ces raisons-là. Et non seulement toutes ces raisons, elles peuvent expliquer l'amplitude de la fatigue, donc de combien on va baisser nos capacités, mais aussi l'origine, ça va déterminer l'origine de la fatigue, les causes de la fatigue, que l'on va voir ensemble après. D'accord ? Donc typiquement, vous avez plusieurs types de facteurs. Bien sûr, les principaux, ça va être les facteurs qui sont liés à l'athlète lui-même.
C'est-à-dire, quel est son niveau de fitness, son niveau d'entraînement. Si je cours 1 heure à 15 km/h, admettons que j'y arrive encore, ou si Kipchoge, le champion du monde du marathon, court 1 heure à 15 km/h, évidemment, on va pas avoir le même niveau de fatigue. Ça semble assez évident. Ça va dépendre également, est-ce que c'est un exercice continu ou intermittent? Est-ce que ça va dépendre... non, pardon, si je reste sur l'individu, donc ça dépend de mon niveau de fitness. Ça va dépendre également de son sexe, de son âge, etc. Donc la personne. Ensuite, il y a l'exercice en lui-même. En particulier, sa durée et son intensité. On va revenir un petit peu là-dessus. Mais c'est pas qu'une histoire de durée et d'intensité, c'est aussi une histoire, est-ce que c'est un exercice plutôt global, typiquement la nage, ou est-ce que c'est un exercice plus localisé? Est-ce que c'est un exercice continu ou est-ce que c'est un exercice intermittent? Quel est le mode de contraction? Alors dans vos sports, j'ai le sentiment que c'est essentiellement quand même des contractions concentriques. Il y a assez peu de contractions excentriques, mais encore une fois, je peux me tromper, vous me direz. Etc., etc. Et puis, ça va dépendre également des conditions environnementales, typiquement la température et l'altitude. Okay. Donc vous voyez qu'il y a tout un tas de facteurs qui vont expliquer pourquoi on est plus ou moins fatigué. Et puis contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas uniquement les muscles des bras et des jambes qui se fatiguent. On a aussi une fatigue, alors là encore c'est un petit peu particulier, notamment dans le cas de l'apnée. Donc si ça se trouve, vous connaissez ça mieux que moi. Mais en tout cas, au moins je pense pour la nage avec palme, j'imagine qu'il peut aussi y avoir, et peut-être même plus que dans d'autres disciplines, la fatigue des muscles respiratoires. D'accord ? Donc la respiration, ça, ce sont des choses que vous devez bien connaître. Mais en tout cas, si je me place d'un point de vue général de la performance sportive dans d'autres sports, c'est souvent quelque chose qui est un petit peu méconnu et du coup sous-estimé. Parce que si on est fatigué au niveau de ses muscles respiratoires, il va y avoir par réflexe un vol de sang pour ces muscles-là au détriment du coup des muscles des bras et des jambes. Et donc évidemment, si j'ai moins de flux sanguin dans mes muscles locomoteurs, je suis moins performant. Et en plus de ça, ça va augmenter la perception de l'effort. On va revenir là-dessus. Je vous ai dit que la fatigue, c'était une diminution de la force, mais vous allez voir que assez vite, plus tard dans l'exposé, je vais aussi faire le lien avec la perception de l'effort, qui est pour moi, en tout cas dans beaucoup de sports, l'indicateur absolu de performance. C'est ça qui va déterminer la performance, mais je fais un petit peu de teasing pour la suite. D'accord ? Quoi qu'il en soit, cette fatigue des muscles respiratoires, c'est quelque chose à prendre en compte. Et de la même façon que l'on va s'entraîner quand on va faire de la musculation des muscles des bras et des muscles des jambes et des abdos, eh bien, on peut aussi, alors c'est peut-être des choses que vous faites ou pas, je n'en sais rien, mais en tout cas, entraîner spécifiquement ces muscles respiratoires en endurance et surtout en force. Donc en endurance, on le fait plus ou moins naturellement quand on s'entraîne. En force, on ne le fait jamais. Sauf peut-être dans vos sports, encore une fois, mais en tout cas quand on court ou quand on est cycliste ou coureur ou footballeur, on ne fait jamais ça. Et donc il existe des outils qui nous permettent de faire donc on respire contre les membranes et ça nous permet de renforcer ces muscles respiratoires. Regardez, on peut vraiment améliorer la performance de ces muscles respiratoires et du coup améliorer également la performance en cyclisme. Moi j'ai travaillé pendant quelques temps avec le team Salomon International, donc les meilleurs trailers et ultra-trailers du monde. Et donc l'idée, c'était pour travailler sur le suivi de la performance d'un point de vue scientifique, mais aussi plus global. Et donc évidemment, tous ceux qui travaillent avec des athlètes savent qu'on ne travaille jamais avec 2 athlètes de la même façon parce qu'ils ont tous des forces et des faiblesses. Et que voilà, donc c'est vraiment une approche individualisée. Le seul truc que j'ai donné à tout le monde, c'était ça. C'était un appareil comme ça. Donc je leur ai acheté à tous un appareil pour muscler leurs muscles respirateurs. Alors ils ne l'ont pas tous utilisé, mais je leur ai pas laissé le choix. Je leur ai dit allez, faites-le. Après, je ne vais pas aller voir, je sais que tout le monde ne l'a pas fait, mais certains l'ont utilisé, et je suis vraiment persuadé que ça peut être un plus. Et puis on a même la fatigue du myocarde, du cœur, qui peut, alors là les effets sur la performance sont moins documentés, mais il faut savoir que même le cœur peut se fatiguer. Voilà, donc c'est pas uniquement les muscles des bras et des jambes. Et très rapidement, on va parler de la fatigue, bien sûr. Quand on parle de fatigue, on parle souvent de quelque chose qu'il faut combattre. Il faut récupérer le plus vite possible de la fatigue, etc. Mais, sans doute vous le savez, il y a quand même une vertu. Il y a des vertus de la fatigue quand je me fatigue. Okay, et que, bien sûr, on l'a déjà dit, Maxime l'a dit en introduction, on se donne le temps de récupérer. Eh bien, c'est ça qui va être le trigger pour progresser. C'est ce qu'on appelle la surcompensation que vous devez connaître. Mais si sans fatigue, pas de surcompensation, donc il faut se fatiguer bien sûr. L'idée c'est de trouver le bon volume,
enfin la bonne charge de travail pour se fatiguer, mais pas trop. Et alors, je vais passer un peu là-dessus, mais il y a des études, alors là, c'est pas chez des athlètes, plutôt chez des patients, qui montrent que les patients qui se fatiguent le plus, d'accord, d'un point de vue musculaire après chaque séance, sont ceux qui améliorent le plus leur performance à la marche. Et avec les athlètes, c'est moins évident de montrer ça, mais c'est la même chose. Ok, donc après cette introduction très générale de la fatigue, on va rentrer un petit peu plus dans le dur et parler justement de ces causes de la fatigue. Et la question que je pose ici, c'est pourquoi est-ce que l'on parle de fatigue neuromusculaire? Quand on regarde pourquoi un athlète est fatigué, pourquoi il perd de la force, par exemple, dans les muscles de ses jambes, eh bien, ça c'est une version simplifiée d'un schéma qui peut être beaucoup plus complexe. Ça peut venir de toutes ces raisons. Depuis la planification du mouvement dans le cerveau jusqu'à la contraction dans les fibres musculaires, et vous avez tout un tas d'étapes où on va avoir l'influx nerveux qui va partir du cortex moteur, qui va passer par la moelle épinière, etc., les nerfs, le muscle, et puis un certain nombre de mécanismes que j'ai simplifiés ici dans le muscle, jusqu'à la création de force. On va revenir un petit peu là-dessus tout à l'heure. Le flux sanguin peut être plus ou moins altéré, l'énergie aussi peut être plus ou moins... Les stocks de réserve énergétique, on va en reparler aussi, peuvent être plus ou moins optimaux. Et au final, tous ces paramètres-là peuvent expliquer pourquoi on est moins performant, pourquoi on est fatigué. D'accord? Et parce que c'est un petit peu compliqué, on a l'habitude de différencier les mécanismes qui sont liés au système nerveux et les mécanismes qui sont liés aux muscles. Et c'est pour ça qu'on parle de fatigue neuromusculaire. Donc contrairement, alors peut-être pas vous, puisque vous êtes quand même expert dans votre sport, et encore, peut-être que certains n'avaient pas réfléchi en ces termes-là, en se disant, bah oui, la fatigue, c'est la fatigue musculaire. Et moi, parfois, il m'arrive de dire ça, c'est la fatigue musculaire. En réalité, on ne devrait pas dire c'est la fatigue musculaire, c'est la fatigue neuromusculaire, puisque, en tout cas pour certains sports, la fatigue nerveuse, c'est-à-dire l'incapacité du système nerveux à contracter les muscles, ce qui va bien expliquer une partie de la perte de force, mais cette fatigue nerveuse, elle peut expliquer jusqu'aux 3/4 de la fatigue. Donc c'est pas du tout qu'une histoire de muscle, la fatigue. C'est aussi une histoire de système nerveux. Je dis pas cerveau, c'est vraiment le système nerveux dans son ensemble. D'accord? Mais quand même, bien sûr, ça peut se situer ici au niveau musculaire. Ok? Et pour compliquer un petit peu les choses, et on va y revenir aussi, vous allez voir, c'est important, on a aussi des informations sensitives qui reviennent de la périphérie, pas seulement des muscles, mais on va se limiter aux muscles pour aujourd'hui, pour aller renseigner le système nerveux, aller renseigner le cerveau sur l'état des muscles. Donc tout ça rend les choses un petit peu compliquées, mais aussi très intéressantes, et c'est un petit peu ça que je vais essayer de développer aujourd'hui. Alors ça, cette diapositive, elle est un peu compliquée, elle est surtout pas très utile pour vous. Ça, c'est simplement les outils de laboratoire que l'on utilise pour étudier justement est-ce que la fatigue elle est plutôt dans le système nerveux ou plutôt dans le muscle. En fait, on peut stimuler le cerveau, le cortex moteur. On peut stimuler à différents niveaux de la chaîne entre le cerveau et le muscle. On peut stimuler les nerfs, on peut stimuler les muscles. On demande aux gens de contracter, on stimule. Vous allez voir quand ils contractent, quand ils sont lâchés, etc. Donc on a tout un tas de techniques de stimulation à différents niveaux pour savoir si la fatigue elle est plutôt centrale, nerveuse, ou alors si elle est plutôt musculaire. D'accord ? Et puis on a tout un tas d'autres outils qu'on va utiliser, on peut aller faire des biopsies musculaires, etc. Mais tous ces outils, à l'exception de quelques-uns, sont assez peu utiles. C'est vraiment pour comprendre la fatigue. Donc je ne vais pas trop en parler parce que on va quand même essayer de rester un petit peu terrain aujourd'hui. Okay ? Mais voilà, sachez qu'il y a beaucoup de choses qui existent. Et puis voilà, il y a quelques articles que l'on a écrits. Si vraiment vous êtes intéressé pour en savoir un petit peu plus, il y a toujours des gens qui sont plus curieux que les autres. Ben, vous pourrez me demander ces articles-là sur voilà, pourquoi on quantifie ce qu'on fait mal quand on quantifie la fatigue neuromusculaire, etc. Bref, en gros, juste là-dessus, pour savoir si la fatigue elle est plutôt dans le système nerveux, c'est-à-dire c'est une incapacité du système nerveux à contracter les muscles, ou si c'est dans le muscle lui-même, la technique de base qui existe depuis très longtemps, c'est ça. C'est-à-dire qu'on demande à quelqu'un de faire une contraction maximale. En général, on le fait en mode isométrique, c'est-à-dire qu'on force contre un capteur, mais les muscles ne se raccourcissent pas. Donc on contracte, on mesure la force de contraction isométrique, d'accord ? Et lorsque l'athlète, ou le patient, hein, ça marche, on le fait aussi avec les patients, arrive à son max,
eh bien, on envoie une stimulation électrique. On surimpose une stimulation électrique, souvent du nerf. Et on regarde ce qui se passe. C'est-à-dire, s'il ne se passe pas grand-chose, comme ici, on a une petite secousse surimposée, un petit ajout de force, ça veut dire que naturellement, il a été capable de solliciter toutes les fibres de ses muscles. En réalité, on parle plutôt d'unité motrice, mais peu importe. D'accord? Si jamais, donc en général au repos c'est le cas, c'est-à-dire que quand un athlète entraîné ou même une personne non malade force au maximum, si je l'aide avec une stimulation électrique, il ne se passe pas grand-chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déficit nerveux. Chez les patients, ça peut être différent. Par contre, en situation de fatigue, eh bien sûr la force va diminuer, mais quand je vais stimuler, je peux avoir un gain de force plus important. Ça veut dire que même si l'athlète il cherche à contracter au maximum, eh bien son cerveau, enfin son système nerveux, il y aura un frein qui va l'empêcher de le faire. Et on le voit, quand on stimule en plus, eh bien la force va augmenter davantage. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça sera le signe que oui, il y avait une réserve dans le muscle, mais que cette réserve, elle n'était pas mobilisable par le système nerveux. On peut le voir parce qu'on utilise une stimulation artificielle, une stimulation électrique. Ensuite, l'athlète, il se relâche et on fait une autre stimulation. Et cette fois, là, il n'y a plus du tout le système nerveux, il est complètement relâché et la force, elle est produite par la stimulation électrique. Donc, comme si après l'effort, après l'entraînement ou après la compétition, pour la même stimulation électrique, la force est plus faible, alors c'est le signe qu'il s'est passé quelque chose dans le muscle. Donc, c'est à travers cette stimulation surimposée que l'on voit la fatigue du cerveau, enfin du système nerveux, et à travers cette stimulation sur le muscle relâché que l'on peut voir ce qui se passe au niveau du muscle. Donc, exemple, regardez ce qui se passe après un match de foot. Vous avez la force maximale qui diminue, d'accord, qui met un certain nombre de temps, 24, 48, 72 heures à récupérer. Et vous avez à la fois une fatigue au niveau du système nerveux, puisqu'on a bien une baisse de ce qu'on appelle le niveau d'activation, c'est-à-dire la capacité du système nerveux à activer les muscles, les fibres musculaires. Et vous avez à la fois une baisse de la secousse, hein, de ça, qui est passée de là à là. D'accord? Donc c'est ce qu'on voit sur cette diapositive. Et puis donc on peut arriver à traquer un peu. Bon bref, encore une fois, c'est plus des études scientifiques, mais ça montre bien que même après un match de foot, on peut avoir des fatigues à la fois au niveau du système nerveux et du muscle. Alors pour vos disciplines, j'ai un petit peu cherché, il n'y a pas grand-chose. Donc peut-être des choses à faire, j'en sais rien. Et globalement, est-ce qu'on est plutôt fatigué au niveau du cerveau, ou au niveau du système nerveux, ou au niveau du muscle? Eh bien, ça dépend du type d'effort. C'est beaucoup plus compliqué que ce que je vais vous dire là, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est lorsque l'on fait des efforts, ce qu'on a sur cette diapositive, sur cette étude qui illustre ça, c'est, par exemple, quand vous faites un effort de 3 minutes, de 10 minutes ou de 3 quarts d'heure, au max, all out, eh bien, il se peut, alors c'est pas toujours le cas, mais dans cette étude, vous voyez que la baisse de force était à peu près la même. Donc on peut dire que la fatigue globale était à peu près la même. Par contre, l'origine de la fatigue était très différente, était différente. Ici, c'est la secousse, la fameuse secousse au repos. Vous voyez que plus j'augmente la durée de l'effort, et moins je vais avoir de fatigue musculaire. Ou dit inversement, plus l'effort est court et intense, et plus la fatigue va être localisée dans le muscle. Et à l'inverse, plus l'effort est prolongé et donc de moindre intensité, forcément, et plus on va avoir une fatigue centrale. Et nous, par exemple, quand on a fait des études sur des ultramarathons, on avait parfois des baisses de 30% de la capacité du système nerveux à activer les muscles. Comme si le corps, en quelque sorte, se protégeait en disant « mais c'est quoi ces exercices de fou que tu es en train de me faire faire? Donc, puisque c'est comme ça, mais moi je vais me protéger, donc je vais dire au cerveau d'arrêter de contracter les muscles. » Bon, c'est un petit peu vulgarisé quand même, mais vous avez compris l'idée, quoi. Ok, donc on parlera de la fatigue du système nerveux après. On va commencer par les causes de la fatigue musculaire. On appelle ça aussi la fatigue périphérique. Sur le muscle, on appelle ça fatigue périphérique. Quand c'est au niveau du système nerveux, on appelle ça la fatigue centrale. D'accord? Donc c'est la même chose. Périphérique égale fatigue musculaire, centrale égale fatigue nerveuse. C'est la même chose. Bref, qu'est-ce qui se passe dans le muscle? Donc les raisons classiques qui sont données depuis la nuit des temps sur la fatigue, et si je vous posais la question, je suis à peu près certain que beaucoup d'entre vous diraient « oui, on est fatigué parce qu'on a de l'acide lactique ». Donc déjà, c'est
pas trop le lactate, il n'a pas grand-chose à voir, mais l'acidose, effectivement, les muscles deviennent plus acides. Et effectivement, ça a été dit pendant longtemps que c'était la raison de la fatigue musculaire. Ou je suis en panne d'énergie, j'ai plus de stock de glycogène, j'ai plus de stock de glucides dans mes muscles, et donc c'est pour ça que je suis fatigué. Ça, ce sont les raisons classiques. Et puis il y a des raisons un petit peu plus récentes, et on va discuter un peu ça, notamment ça, l'accumulation d'un métabolite qui s'appelle le phosphatine organique. On parlera un petit peu, on passera un peu ça sous silence. Et puis, éventuellement, même si ce n'est pas tout à fait de la fatigue, les dommages musculaires. Et j'ai le sentiment, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a assez peu, vous êtes plutôt sur les contractions excentriques, donc les dommages musculaires. Mais vous me direz tout à l'heure après, et d'ailleurs vous pouvez m'interrompre hein, n'importe quand, j'ai oublié de le dire, pas de souci. Mais vous me direz en tout cas au moins tout à l'heure si j'ai raison ou pas. Dans tous les cas, même si l'effort est concentrique, il se peut, et j'imagine que c'est le cas, que vous pouvez à l'entraînement avoir quand même des contractions excentriques et donc des dommages musculaires. Donc ça concerne quand même tous les sports. Même si ce n'est pas en compétition, ça peut être à l'entraînement. Ok, donc on va commencer par les raisons classiques et notamment l'acidose. Donc juste un petit rappel quand même pour comprendre la suite. Donc pour ceux qui ont suivi des formations ou il y a quelques années ou des formations ou pas de formation ou peu de formation, un petit rappel quand même qui est important. Pour contracter mon muscle, j'ai mon information qui part du cerveau, d'accord? Et du coup le signal, il arrive ici dans les terminaisons axonales. Donc j'ai un influx nerveux qui arrive au niveau du muscle. Okay, donc le signal, j'ai une information qui passe, le signal électrique il va se propager sur les fibres musculaires et il va rentrer jusqu'à l'intérieur des fibres musculaires. Et lorsque le signal arrive ici, au niveau de ce qu'on appelle le réticulum sarcoplasmique, mais on s'en tape, la conséquence de ça, ça va être du calcium, des ions calcium qui sont stockés dans ces sacs, vont être largués dans le muscle. Et ça, c'est important parce que ces ions, ils vont permettre de libérer le site d'attache entre deux protéines musculaires qui s'appellent l'actine et la myosine, qui vont permettre, quand elles sont collées l'une à l'autre, de créer de la force. C'est ça qui va créer de la force musculaire. D'accord? Et tant qu'il y a du calcium, eh bien, il va y avoir un fonctionnement de ces fibres musculaires. Vous avez ces ponts ici, ces têtes qui vont venir faire basculer et puis voilà. Et donc les fibres vont pouvoir glisser l'une sur l'autre et c'est ça qui va faire la contraction musculaire. D'accord? Et du coup, dès que le calcium est repompé, et bien du coup, la contraction s'arrête, le muscle se relâche. Donc c'est pour ça qu'il faut continuellement envoyer bien sûr des influx nerveux au muscle pour continuer à envoyer du calcium dans le muscle. Pour que le muscle soit inondé de calcium. S'il n'y a plus d'information, plus de calcium, plus de contraction. Et parfois, justement, ces mécanismes-là, ils sont perturbés par la fatigue. C'est ce qu'on va voir. Donc, la théorie classique dit que lorsqu'on fait un effort acidose, je pense que vous avez en tête, mais en tout cas, je le redis si ce n'est pas évident, que ça concerne surtout les efforts courts et intenses. D'accord? Donc, j'ai mes muscles qui deviennent acides. Donc, la théorie classique dit que ça perturbe l'activité enzymatique, donc la fourniture énergétique, que ça perturbe ce qu'on vient de voir, le largage du calcium dans le muscle, que ça perturbe la sensibilité de la sensibilité, d'ailleurs on dit en français, c'est une mauvaise traduction, de la troponine au calcium. Si je reviens en arrière, c'est ça, c'est-à-dire que ce que dit cette théorie, c'est que l'acidose, en fait, c'est des ions qui vont prendre la place, en fait, du calcium, ici, et donc il ne peut pas y avoir de création de pont d'actine-myosine, il ne peut pas y avoir de création de pont, donc s'il y a moins de pont, il y a moins de force. Okay, et donc en gros, c'est comme si quand le calcium arrivait, les protons disaient désolé mon gars, la place est prise, retourne chez toi. Okay, et puis ça diminue aussi la force de chacun de ces ponts-là, qui sont chacun est moins fort. Donc il y en a toujours autant, mais chacun est moins fort, donc évidemment la force totale est diminuée. Donc vous voyez qu'il peut y avoir pas mal de raisons. Et donc est-ce que est-ce que l'acidose réellement a un effet sur la fatigue? Eh bien en fait, c'est pas aussi évident que ça. Il y a des études qui montrent, je vais passer rapidement, qui montrent par exemple que si on met un muscle dans un certain état, bon, je diminue la force. Si en même temps que je rajoute du potassium, je rajoute de l'acide lactique, finalement j'ai plus de perte de force, donc j'ai plus de fatigue. Et encore plus spectaculaire, je mets mon muscle dans un certain bain de potassium, ce qui peut arriver réellement à l'effort. J'ai choisi de pas trop en parler parce que j'avais pas le temps.
Donc, en bref, je mets mon muscle dans cet état-là. J'ai une baisse de force, donc j'ai de la fatigue musculaire. Le muscle est moins fort, hein, ici c'est la force, d'accord. Et là, je rajoute de l'acide lactique et carrément je récupère. Donc ici, dans cette étude, la conclusion, c'est de dire l'accumulation d'acide lactique protège contre la fatigue musculaire. Donc, contrairement au rôle souvent donné de l'acide lactique comme une cause de fatigue musculaire, en fait, l'acide lactique pourrait protéger contre la fatigue. Donc, c'est complètement à l'inverse de ce qu'on avait dit pendant des années. La réalité, c'est pas tout à fait ça en vrai. Mais ça montre que tout ce qu'on a dit, l'acide lactique, on l'a peut-être un petit peu accusé à tort. Et en réalité, l'explication, c'est que toutes les études qui ont été faites avant, bon, c'est pas très important, mais juste pour expliquer, c'est qu'elles ont été faites dans des éprouvettes, dans des mesures de laboratoire, et donc à des températures faibles. Et quand on fait des mesures à température du muscle, normale, de 37 degrés, bah, vous voyez, l'effet de l'acidose, finalement, il est presque absent. Et donc, en fait, tout ce qu'on a dit sur l'acide lactique comme la cause majeure de la fatigue musculaire, en réalité, maintenant, on a trouvé un autre coupable idéal, c'est le phosphate inorganique, qui est produit lorsque l'on fait des efforts intenses. Alors, ça ne change pas votre vie en tant que coach, mais voilà, il faut rétablir un petit peu des vérités. Et alors, ce phosphate inorganique qui s'accumule lorsque je fais des efforts intenses, eh bien, il va jouer des rôles à différents endroits. Donc, on accusait l'acidose de diminuer la force des ponts entre lactine et la myosine. En réalité, c'est plutôt le phosphate inorganique qui est coupable, apparemment. On l'accusait d'empêcher le largage du calcium. En réalité, c'est aussi le phosphate inorganique. Regardez ces petits ions-là qui viennent à l'intérieur de ces sacs, ce que j'appelle le réticulum sartoplasmique, qui viennent à l'intérieur et donc ils viennent piéger le calcium. Et donc, il y a moins de calcium qui est disponible pour être libéré. Ok ? Et puis voilà, puis ça limite aussi le recaptage. Bon bref, je passe sur cette étude parce que je vois que le temps file déjà. Donc la conclusion de cette étude intéressante d'un collègue français, c'est de dire finalement le phosphate inorganique c'est le maker, c'est lui qui fait la fatigue musculaire, alors que l'acidose c'est le marqueur. Donc oui, il y a de l'acidose, mais c'est le marqueur simplement. C'est pas l'acidose qui par elle-même qui induit de la fatigue musculaire. Bon, en réalité c'est encore plus compliqué que ça, mais je vais passer. Et puis ce qui rend les choses encore plus compliquées, c'est que je vous ai dit la fatigue, c'est une diminution de la force ou de la puissance. Et en réalité, on a fait des études, ça c'est une étude que j'ai faite au Canada. Quand on compare 3 efforts, un effort Wingate, c'est 30 secondes de vélo à fond, un effort de 10 minutes à intensité moyenne ou un effort de 90 minutes sur vélo à intensité plus faible. Si je dis mon index de fatigue, c'est ma diminution de force, je vais dire c'est mon effort de 10 minutes qui est le plus fatigant, parce que c'est là où j'ai le plus de baisse de force. D'accord ? Maintenant, si je fais des mesures de puissance, c'est-à-dire de sprint sur vélo, contrairement à la force, il y a une composante de vitesse de contraction, et bien, pas de bol, d'un coup, c'est l'exercice de 30 secondes de vélo à fond qui devient le plus fatigant. Bon, je vous aide pas, j'en suis conscient, ça rend les choses encore plus complexes dans vos têtes, mais c'est pas de ma faute. Je suis pour rien, moi, c'est la réalité physiologique. Tout ça pour dire, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Évidemment, pas l'étude pour elle-même. Il faut retenir de ça que la fatigue ou ces différentes composants, donc l'acidose, les phosphates inorganiques, etc., et d'autres métabolites qui sont produites lorsque l'on fait des efforts intenses, peuvent jouer différemment sur la production de force et sur la vitesse de contraction. Et donc ça, c'est important, surtout lorsque l'on a des sports explosifs. Alors c'est peut-être un peu moins, parce que vous êtes dans l'eau, donc les vitesses de contraction sont moins grandes que lorsque l'on est dans l'air, que l'on sprint dans l'air, mais quand même, il peut y avoir des vitesses de contraction importantes. Deuxième cause classique de la fatigue musculaire, c'est la baisse de glycogène musculaire. Entre parenthèses, ça concerne surtout des efforts, alors je ne sais pas si les durées d'efforts les plus importants dans vos disciplines, mais surtout, ça va être plutôt des efforts de type 1h30, 2 heures, donc plutôt des efforts d'endurance. Ou alors, et ça va vous concerner, au moins le hockey subaquatique, ça peut être aussi des efforts intermittents de haute intensité. C'est là où il y a où les stocks de glycogène dans le muscle, les réserves en sucre dans le muscle, tombent au plus bas, et du coup, ça peut être problématique. Le truc, c'est que on peut se dire, oui, mais
quand j'ai une baisse de glycogène importante, finalement, mes stocks d'ATP qui sont le substrat ultime du muscle, finalement, ils ne bougent pas. Donc on peut se dire, bah, finalement, c'est quoi le problème? Puisque j'ai toujours autant d'énergie en forme d'ATP. Je vais passer un peu vite parce que, encore une fois, là, je vois le temps avec horreur qui défile. Les études montrent qu'en réalité, la baisse des stocks de glycogène, si vous avez trop peu de réserves en sucre dans vos muscles, trop peu de glycogène, ça peut affecter ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire le largage aussi du calcium. D'accord? Et ça, c'est ce qu'a montré cette étude. Donc, tout ce qu'on peut faire pour limiter la déplétion en glycogène, ça reste valable. Tout ce qu'on a dit pendant des années, sauf qu'on ne l'a pas forcément dit pour les bonnes raisons. Mais au final, ça ne change rien sur le terrain. Et donc, notamment, il y a des choses qui sont en train de changer, mais là encore plutôt dans les sports d'endurance. Il y a tout un tas de théories maintenant qui montrent, enfin de théories de données, qui montrent que contrairement à ce qu'on a cru et ce qu'on a écrit, entre moi le premier, pendant des années, selon ces données sur lesquelles on ne pouvait pas améliorer la capacité de l'organisme à assimiler des sucres, c'est-à-dire qu'on était limité à 70 grammes par heure, et si on consommait plus de sucre que 70 grammes par heure, ça donnait juste mal au ventre, juste des diarrhées. En réalité, si on s'entraîne à consommer beaucoup de sucre à l'effort, eh bien, on peut améliorer sa capacité à assimiler des sucres à l'effort. Donc, il faut le faire, c'est ce qu'on appelle « train the gut », entraîner son système intestinal. Et donc, alors, je ne sais pas quelles sont, encore une fois, les durées les plus longues, notamment le nage en eau vive, peut-être qu'il y a des durées un peu longues. Jusqu'à quelle durée? Si on prend le nage avec palme en mer, on arrive à... Alors, en international, non, mais on a des épreuves avant, on avait des épreuves qui allaient jusqu'à 3-4 heures. Ouais, ok, donc il y a clairement des efforts qui vont jusqu'à des... Parce que on a vu que ça peut être à partir d'une heure et demie, voire même un peu moins, ça peut être critique. Alors après, il faut encore avoir la possibilité de s'alimenter pendant l'effort. Si voilà, si c'est possible aussi. Et donc, ça veut dire que c'est valable, ça. Donc, il y a aussi cette notion, on pourrait y revenir pour ceux que ça intéresse après, de ce qu'on appelle la périodisation de la nutrition, où on va avoir des blocs, où on va se forcer à consommer beaucoup de sucre à l'effort, pour entraîner sa capacité du système intestinal à les assimiler. Si vous le faites sans être entraîné, vous n'allez pas y arriver. Par contre, si vous le travaillez à l'entraînement, voilà une autre piste de travail à l'entraînement. Ok, donc la déplétion en glycogène, je vous ai dit que ça altérait le largage du calcium dans le muscle. L'accumulation de phosphatine organique, je vous ai dit aussi. Les dommages musculaires, même chose. Tout ça, ça va altérer ce qu'on appelle le couplage excitation-contraction. Donc c'est fatigue basse fréquence, mais je vais passer là-dessus. Simplement pour vous montrer, voilà, ici, revenir ici. Donc c'est bien, on parle bien de ça. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que cette fatigue basse fréquence, c'est-à-dire cette cap qui est le témoin, je passe sur les bases rationnelles parce que c'est un petit peu long et j'ai pas le temps, mais en gros, on stimule le muscle à différentes fréquences et lorsque... je suis quand même bien obligé d'expliquer. C'est un peu compliqué d'expliquer sans l'expliquer. Je vais quand même revenir rapidement. Quand je stimule à des basses fréquences, je ne sais pas s'il y a des kinés, mais les kinés, c'est sûr, ils savent de quoi je parle. À basse fréquence, donc j'ai un stimulateur type complexe que je mets sur le muscle, à basse fréquence, la force elle est plus faible parce que j'ai moins de calcium dans le muscle en fait. Si je stimule à haute fréquence, j'ai plus de force parce que j'ai plus de calcium, donc plus de pompe. Si vous avez suivi ce que j'ai dit tout à l'heure, vous devez suivre à peu près. Et bien avec certains types d'exercices, les effets sur la contraction musculaire dépendent de la fréquence de stimulation. C'est-à-dire qu'on va avoir des... Regardez par exemple ici ce qui se passe. Quand je fais un effort, eh bien la force à 80 à haute fréquence, elle est revenue au niveau de départ. Par contre, quand je stimule à plus basse fréquence, je suis toujours avec une force inférieure. Donc j'ai quand même de la fatigue. Okay, mais c'est une fatigue particulière qui est liée justement à l'altération de la capacité du muscle à larguer le calcium. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que je vous ai dit que toutes les études, tous les outils qu'on utilisait, c'était quand même beaucoup des outils de laboratoire. Et donc il y a une exception, c'est un nouvel outil. Alors j'annonce tout de suite qu'il y a un conflit d'intérêts pour que les choses soient claires, parce que je suis consultant pour la boîte, qui s'appelle Myosen, qui permet... Alors est-ce que ça serait utile dans vos sports? Ce sera à vous de le dire, mais en tout cas, qui permet justement de faire ces mesures. On va avoir dans le même appareil un capteur de force pour mesurer la force et le stimulateur pour stimuler à haute et basse fréquence et pour voir justement s'il y a cette fameuse fatigue
je suis passé un peu vite, qu'on appelle de fatigue basse fréquence, donc qui est un témoin de la fatigue musculaire. C'est-à-dire que ça permet de voir si la capacité du muscle à larguer le calcium, et vous avez compris que c'était quelque chose d'important dans la fatigue musculaire, peut être affectée à court terme, à long terme, est-ce qu'on récupère dans les jours qui suivent un effort, un entraînement, etc. Et donc voilà, vous avez le stimulateur, le capteur de force, et puis un algorithme qui permet de calculer pour vous. Et donc c'est fait en 2 minutes. En 2 minutes, vous avez votre mesure de fatigue basse fréquence. Donc ça peut être intéressant. Encore une fois, je ne suis pas totalement objectif puisque j'annonce clairement ce conflit d'intérêts. Mais en tout cas, au-delà du myocène, cette notion de fatigue basse fréquence et d'altération du muscle à larguer le calcium, ça c'est quelque chose d'important à garder en tête. Et notamment dans le cas de dommages musculaires. C'est-à-dire que vous savez que quand vous avez des dommages musculaires, la force, elle met beaucoup de temps. C'est associé avec des courbatures, mais elle met aussi beaucoup de temps à récupérer. Et donc, bien sûr, ça veut dire qu'il faut, quand on a des dommages musculaires, typiquement, vous faites une séance de musculation un petit peu intense, il faut accepter peut-être de lever le pied derrière pour récupérer, puisque la récupération, elle peut être parfois très longue. Ok, très rapidement, fatigue centrale. Donc la fatigue musculaire, fatigue périphérique c'est dans le muscle, fatigue centrale est-ce que c'est dans le cerveau? Non, en réalité c'est plus compliqué que ça. Certes un athlète c'est un muscle, mais pas que, il y a quand même un cerveau qui permet, on l'a vu, d'envoyer des influx nerveux pour contracter le muscle, mais on l'a vu aussi, il y a des informations qui reviennent. Donc sans vouloir revenir sur le détail, les informations qui reviennent des muscles ou de la périphérie, ça peut être des articulations, etc., eh bien, vont être envoyées au niveau de la moelle épinière et au niveau du cerveau. Et donc tout ça rend les choses excessivement compliquées, mais au moins gardez en tête que vous avez ces afférences qui remontent de la périphérie, qui vont renseigner ce qui se passe, et vous allez voir que c'est quand même important, ce qu'on appelle les inputs périphériques. Typiquement, j'ai dit, finalement l'acide lactique n'est pas responsable de la fatigue. Sauf que quand même, quand on prend des substances tampons, regardez ce qui se passe, je fais des sprints, quand je prends des substances tampons, ma puissance elle diminue moins. Donc les substances tampons, c'est ce qui permet de limiter l'acidose. Donc il y a un problème là. D'un côté, je vous dis l'acidose ne joue pas de rôle, d'un autre côté, quand je limite l'acidose, je suis plus performant. Il y a un truc qui ne va pas. Peut-être l'explication, c'est justement que ces fibres, ces informations qui remontent du muscle pour limiter la commande sont les coupables. C'est-à-dire si je limite ces mécanismes d'inhibition, alors je peux continuer à contracter mes muscles plus intensément. D'accord? Ouais. Attends, je termine juste et après je prends ta question. Et donc il y a des études qui montrent que lorsque l'on bloque, il y en a qui s'amusent, hein, ils bloquent les informations avec des drogues qu'ils mettent dans la moelle épinière, voilà, eh bien on arrive à être à la fin plus fatigué. Pourquoi? Parce qu'on a limité, on a favorisé la commande. Comme j'ai moins d'informations, typiquement c'est les muscles qui vous brûlent quand vous faites un effort intense. Si vous avez les muscles qui brûlent, c'est parce que vous avez des capteurs dans les muscles qui renvoient l'information en disant « Ouh là là, il y a de l'acidose, donc lève le pied ». Enfin, c'est même pas lève le pied, ça va jouer sur la perception de l'effort, mais aussi directement, ça va inhiber la contraction. Et donc, si je prends des bicarbonates et que je limite ça, ou si je bloque l'information, eh bien, je vais pouvoir être plus fatigué. Ouais, ça fait une super transition avec le bicarbonate en parlant. Ouais, j'en parle juste après. Regarde. Bon, tu me réponds après si jamais je spoil quelque chose. En fait, j'ai une question. Alors, elle va être un peu technique ma question, mais il y a la bêta-alanine qui peut augmenter le taux de carnosine quand on la consomme, qui permet de créer un tampon intracellulaire. Et il y a le bicarbonate que tu viens de citer qui fait un tampon extracellulaire, donc place fatigue. Et en fait, ce que tu décris là sur la relation par rapport à l'acidose, est-ce que ça pourrait expliquer pourquoi les deux ont montré de l'intérêt séparément, et à chaque fois qu'on a voulu, en tout cas à ma connaissance dans les études, les accumuler, c'est-à-dire que les gens ont pris de la bêta-alanine plus du bicarbonate, en fait ça n'a pas fait mieux que l'un ou l'autre tout seul.
Bon, je pensais être allé déjà un petit peu trop loin dans les mécanismes, mais là tu vas encore un step plus loin. Donc, honnêtement, c'est pas que je veux pas répondre déjà, parce que je n'ai pas les données en tête, donc c'est juste que je peux pas répondre. Et là, je pense qu'on vraiment on va quand même beaucoup trop loin. Mais la vérité, c'est que je peux pas répondre parce que j'ai pas ces données en tête. Donc, ça m'intéressera que tu me donnes les papiers pour que je puisse. Mais c'est sûrement une très bonne question. Donc, si peut-être que tu pourras développer ça cet après-midi pour expliquer justement concrètement du coup ce que ça veut dire aussi sur le terrain. Parce que globalement, moi, ce que je voulais dire beaucoup plus simplement, c'était de dire, bah oui, ça explique aussi pourquoi la prise de substances tampons, alors effectivement, après que ce soit intracellulaire, extra, etc., comme a dit Kevin, c'est encore un autre débat sûrement, mais d'une façon générale, de limiter cette acidose, ça peut améliorer la performance, mais peut-être pas justement, contrairement à ce qu'on a pu penser, parce que ça limite l'acidose musculaire, mais parce que ça va favoriser la commande centrale. D'accord ? Au final, ça ne change pas grand-chose. Ce sont des choses qui sont... Alors les bicarbonates, les substances tampons, notamment les bicarbonates, sont des choses qui ont été utilisées depuis très longtemps. Ce qui est nouveau, c'est que maintenant on a trouvé la capacité d'en donner aux athlètes sans que ça ait trop de conséquences négatives sur le système intestinal. Donc c'est des formes galéniques qui permettent de le faire. Et typiquement, si vous regardez la FFA, Fédération Française d'Athlétisme, eh bien, ils conseillent de prendre des bicarbonates aux athlètes. Donc ça fait partie des aides ergogéniques aux athlètes avec des protocoles bicarbonate, etc. Et c'est Morten notamment qui fait ces choses-là. Rapidement, on a parlé de fatigue musculaire, de fatigue centrale, notamment le rôle de l'acidose. Mais bon, il y aurait énormément de choses à dire, peut-être un peu moins dans vos sports, mais dans les efforts plus prolongés sur la fatigue centrale. Mais on va passer sur un autre aspect de la fatigue qui est la fatigue mentale. Et en lien avec ça, le sommeil. Vous allez voir le lien. Effectivement, la fatigue, on a parlé surtout de la fatigue physique, mais la fatigue, elle peut être mentale. Et surtout, il peut y avoir, donc ça va dépendre de la fatigue mentale, ça va dépendre des disciplines. Donc j'ai vu par exemple que vous aviez de l'orientation sous-marine, voilà. Donc c'est typiquement dans les courses d'orientation, il y a une composante cognitive qui est importante, donc on peut imaginer que la fatigue mentale est plus importante. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des liens entre les deux. Vous avez des études, par exemple, qui montrent que si vous faites un effort cognitif intense, intellectuel intense, avant de faire un effort physique, eh bien, vous allez commencer. Donc, vous êtes devant un ordinateur, vous devez répondre rapidement, inhiber votre réponse, enfin, bref, un truc un peu prise de tête pendant 2 heures. Quand vous montez sur le vélo, vous avez RPE, c'est la perception de l'effort. Donc, parce que vous avez fait cet effort mental important, dès que vous montez sur le vélo, ça vous semble plus difficile. Pourtant, vous n'avez pas pédalé encore. Dès que vous commencez à pédaler, par rapport à une condition de contrôle où je regarde des vidéos de chatons qui jouent dans l'herbe, eh bien, mon effort, je sens que c'est plus difficile. Même si au niveau du musculaire, c'est exactement pareil. Et donc, comme après, je fais mon effort, j'ai ma perception de l'effort, on va expliquer pourquoi juste après, qui augmente, et qu'à un moment donné, on s'arrête au même niveau, quand on a un certain niveau de perception de l'effort, on s'arrête, eh bien, du coup, l'effort est plus court, donc l'effort est détérioré. Le simple fait d'avoir fait un effort cognitif, parce que ça rend les choses d'un point de vue perceptif plus compliquées, va avoir un effet sur la performance, alors que d'un point de vue physique, c'est ce que je vais dire après, regardez par exemple au niveau de la VO2, c'est exactement la même chose. Et on a d'autres données qui montrent que sur la fatigue centrale, la capacité à activer les muscles, ça ne change rien. C'est pas une vraie fatigue neuromusculaire. C'est vraiment au niveau de la perception de l'effort que ça va être impacté. Et au final, on s'en fiche, ce qui compte, c'est que ça va impacter la performance. Alors là, l'honnêteté m'oblige à dire qu'il y a des études qui sont un peu opposées à ça. Donc il y a un vrai débat. Il n'empêche que on a une différence entre la fatigue centrale, donc la capacité à activer les muscles, comme je vous ai expliqué jusque-là. Donc c'est des mécanismes plutôt neurophysiologiques. Et puis la commande centrale pendant l'effort, qui va être liée, elle, à la perception de l'effort. D'accord ? Donc il y a les aspects neurophysiologiques et les aspects perceptifs. Et au final, en tout cas pour la majorité des sports, peut-être pas pour les efforts vraiment très 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 courts et très intenses, où là c'est vraiment le neurophysiologique qui va avoir le dernier mot.
au final, c'est quand même le cerveau qu'on va consciemment décider d'arrêter en fonction justement de la perception que l'on a de son effort. Et donc, il faut tout faire pour essayer de diminuer cette perception de l'effort. Et on a exactement la même chose avec la privation de sommeil. Nous, on a fait des études, on a montré qu'avec une nuit de privation de sommeil, on n'avait pas d'altération de la capacité du cerveau à contracter les muscles. Par contre, on a aussi une baisse des performances en endurance, pas en force, mais en endurance lorsque l'on est privé de sommeil. D'accord ? Je passe un peu sur les résultats parce que il y a pas mal d'études. Vous voyez, la perception de l'effort après une privation de sommeil est la plus importante. Donc, comme tout à l'heure avec l'effort mental important, eh bien, ça va altérer la performance. Donc ça, c'est important. Ça veut dire qu'il faut, on va voir après quelle solution on a, mais ça veut dire que le sommeil peut avoir un effet sur la performance, non pas parce qu'il impacte l'organisme lui-même, enfin, le système neuromusculaire, mais parce qu'il impacte le cerveau et la perception d'effort. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, c'est pas qu'une histoire de perception d'effort. On a aussi, quand on fait des tests un peu cognitifs, pour mesurer la fonction du cerveau, la capacité à réagir vite, par exemple, etc., eh bien, la perception de la privation de sommeil, regardez, ça c'est avant la nuit, le matin, eh bien, quand on a été privé de sommeil en rouge, on a des temps de réaction qui sont beaucoup plus importants. Même chose sur le nombre de fois où on oublie juste d'appuyer sur le bouton parce qu'on est dans le gaz en fait. Et donc, même dans les sports techniques, la privation de sommeil peut avoir des conséquences. Donc voilà, je vous ai mis quelques exemples ici, mais encore une fois, j'ai pas le temps. Donc je développe pas, mais c'est pas qu'une histoire de perception de l'effort. Il y a aussi, dès qu'il y a une composante technique, le fait d'être privé de sommeil. Et là, bien sûr, les études que je vous ai montrées, c'est une nuit de privation de sommeil. Donc ça arrive jamais dans la vraie vie. Sauf que quand on accumule plusieurs nuits avec un peu moins de sommeil, eh bien on peut se retrouver sans même en avoir tout à fait conscience, un peu dans la même situation d'un point de vue cognitif que si on est privé de sommeil complètement pendant une nuit. Sauf qu'on ne s'en rend pas compte. Mais les résultats sur notre capacité à être réactif, etc., ça peut être les mêmes. D'accord ? Donc, quelles sont les solutions ? Que ce soit pour la perception de l'effort ou même pour les aspects cognitifs. La caféine. La caféine, donc on a parlé des bicarbonates. Une autre aide ergogénique qui est tout à fait autorisée maintenant. Il n'y a plus de limite de dose comme il y a eu pendant quelques années. Donc, l'idée, c'est que ça va agir sur le système nerveux central et ça va avoir un effet hypoagésique, donc ça va vous permettre justement de diminuer un peu cette sensation de douleur et de perception de l'effort. Donc voilà un exemple d'une étude, mais il y en a pas mal. Et donc ce serait vraiment dommage de mon point de vue de se priver de ça. Et même si vous n'êtes pas privé vraiment de sommeil, il y a des effets ergogéniques de la caféine. Mais en réalité, plus ou moins tout le monde est privé de sommeil. De nos jours, on sait que c'est vraiment très rare les gens qui dorment suffisamment, la faute aux réseaux sociaux, etc. Donc on dort beaucoup moins qu'avant. Forcément, on est tous plus ou moins privés de sommeil. Alors évidemment, je ne vous connais pas tous, mais je serais prêt à mettre une petite pièce là-dessus quand même. Et sur vos athlètes aussi. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut prendre de la caféine. Donc il y a différentes façons d'en prendre. Les gommes, il y a des tablettes directement, des gels. Attention, si vous prenez des gels avant l'effort, attention à l'hypoglycémie réactionnelle. Donc, privilégiez plutôt ce genre de... La différence entre les tablettes et les gommes, c'est que la diffusion de la caféine va être plus rapide. Donc, c'est là où il faut bien réfléchir. Quand est-ce que je prends de la caféine, à quel moment par rapport à l'effort et à quelle dose. Et donc, il y a tout un tas de protocoles, je vais vous en montrer un après, qui sont utilisables. Ce que vous avez peut-être en tête ou pas d'ailleurs, c'est que pour potentialiser les effets de la caféine, il faut se priver de caféine la semaine avant la compétition. En réalité, il semble que ce soit pas vrai. Donc ça sert à rien de vous priver de votre petit café du matin ou de vos cafés de la journée avant la compétition. Ça ne changera pas les effets de la caféine. Ouais, juste une seconde. Et du coup, voilà, il faut, on sait que la caféine elle a une demi-vie de 4 à 6 heures. Donc il y a sur Internet, vous pouvez trouver des calculateurs qui vous disent à quelle dose il faut prendre de la caféine. Donc je ne rentre pas dans les détails sur les doses. Juste, voilà, par exemple, vous avez un autre, toujours avec la FFA, protocole caféine. Donc vous voyez, vous prenez 2 mg par kilo de poids de corps, puis après encore 2 mg, etc. Donc on est au final ici sur un protocole à 8 mg par kilo, donc ça fait quand même beaucoup. Prenez la tête
de 80 kg, ça fait 640 mg de caféine, donc ça commence à faire un petit peu. C'est l'équivalent à peu près de 8 cafés, donc voilà. Je ne l'ai pas dit, mais oubliez tout ce qui est boissons énergisantes, etc. Donc ça, pour moi, c'est une évidence. Mais voilà, vous avez la possibilité de prendre bien sûr du café, je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez quand même prendre du café ou ce que j'ai dit, gélule, chewing-gum ou gel énergétique. Donc au final, ça ne change pas grand-chose. Ce qui compte, c'est la dose. Donc bien regarder la dose de caféine que vous donnez. Et puis les délais d'absorption, je vous l'ai dit, la gomme avec des délais un petit peu plus courts. Donc si vous prenez ça, que vous avez une compétition le soir, vous pouvez oublier le sommeil la nuit d'après. Mais bon, c'est pas grave, la compétition est passée. Vous avez une question? Quelle est la référence sur le sommeil? Quelle quantité est optimale? Il n'y a pas de référence. Enfin, il y a une référence. La plupart des gens, c'est autour de 8 heures pour vraiment bien dormir. Mais on a aussi des gens qui sont des petits dormeurs et qui s'en satisfont très bien. Donc c'est assez individuel. Il y a une courbe avec une valeur moyenne qui se situe autour de 7h30, 8h. Donc on peut considérer que la moyenne elle est autour de ça, mais c'est vraiment une moyenne. On a des exemples célèbres, hein, notre cher président est un petit dormeur, etc. Et puis il y a des gens qui sont des gros dormeurs et qui ont besoin au contraire de 9-10 heures de sommeil par nuit, et que s'ils dorment moins que ça, ils sont bons à rien. Et il y a aussi je vais y arriver, vulnérabilité, j'y suis arrivé, merci, personne ne m'a aidé, à la privation de sommeil. C'est-à-dire qu'on a des gens qui, quand ils sont privés de sommeil, ils sont vraiment très mauvais, en particulier ça a été montré sur les tests cognitifs, et puis d'autres qui arrivent quand même plus ou moins à s'en accommoder. Ouais, il y avait une autre question, du coup je vais dépasser un peu mon temps, mais il y a des questions, donc... Ouais. Non, mais c'est mieux comme ça. En cas de protocole caféine, est-ce qu'il y a des doses à ne pas dépasser? Est-ce que au-delà de X nombre de café que je bois ou X milligrammes que je prends, on tombe plutôt dans le néfaste ou, Il y a... Rien n'est poison, tout est poison. Donc, par définition, oui, il y a une dose à ne pas dépasser. C'est difficile de dire à partir de quand on est réellement au-delà de ça. Je pense qu'il y a aussi une sensibilité individuelle à la caféine. Il y a des gens qui vont le métaboliser plus vite que d'autres, donc c'est impossible de dire ouais, si tu prends plus de 10 mg par kilo de poids de corps, donc il faut toujours raisonner par kilo de poids de corps, hein, tu vas être effectivement un tel état d'excitation que finalement tu vas altérer ta technique, tu vas plus être même capable de faire les bons gestes au bon moment, et donc ça sera néfaste à la performance. Donc en théorie oui, là on est déjà sur 8 mg, les cyclistes montent parfois au-dessus de ça, donc on peut aller jusqu'à sans doute 10, mais bon, la vérité c'est que 8 c'est déjà beaucoup, hein. Donc moi je trouve que ce qu'ils proposent là, c'est déjà un petit peu dans la valeur haute, mais après j'ai pas d'éléments beaucoup plus, j'ai pas de certitude par rapport à ça. Aussi bien vous allez avoir des athlètes qui vont en prendre 10 ou 12 et qui vont très bien se porter et qui seront même plus performants, et puis d'autres ça sera déjà trop. C'est difficile à répondre à cette question. Oui. Est-ce qu'on a une idée, un recul sur l'utilisation de la caféine à ces doses-là, sur du long terme, sur la vie d'un sportif qui peut être d'une quinzaine d'années? Non, on n'a pas de recul à ma connaissance, enfin, j'en suis à peu près certain. Et attention, hein, j'ai pas dit qu'il fallait prendre ça tous les jours, hein. Là on parle bien de protocole pour la compétition. À l'entraînement, quelqu'un qui prendrait réellement 8 mg par jour de caféine, ça fait encore une fois l'équivalent de 8 expressos. Ça commence à faire un peu 8 expressos par jour, hein. Donc je pense que en même temps, il y a des vertus positives. Alors, on change un peu de braquet, mais c'est pas grave. Il y a des vertus positives du café en lui-même, hein. Il y a des polyphénols, des choses comme ça. Donc, c'est plutôt, je crois, quelque chose, enfin, je crois, de ce que j'ai pu lire, effectivement, quelque chose qui est plutôt conseillé de boire du café. Et donc, boire jusqu'à même 4-5 tasses de café, je crois qu'il n'y a pas trop de problème. Alors, après, il y a la problématique, bien sûr, de l'endormissement. Donc, il faut aussi pas le prendre trop tard dans la journée. Mais si on supporte bien le café et que ça n'altère pas son sommeil, c'est plutôt une bonne chose de prendre de la caféine jusqu'à 4-5 tasses. Maintenant, si on commence à parler de 8-10 tasses, c'est autre chose. Ouais. Encore une question à la con ou c'est... Peut-être. Historiquement, je crois que la WADA avait mis un blocage à 9 mg. Ouais, j'ai plus la dose en tête, mais il y avait effectivement une limite. Ouais. Et en tout cas, j'ai un truc, et ça, justement, ça c'est une vraie question, c'est est-ce que toi tu as vu
disait qu'en gros, il y avait eu des tests à 3 mg et 6 mg et ils n'avaient pas vraiment observé de différence d'impact en termes de performance entre 3 et 6. Et finalement, 3 marche aussi bien que 6. Ouais, non, je crois que les dernières données montrent quand même qu'il y a eu... Alors, là, on est dans un... Parfois, dans les études, il y a des études qui vont un peu toutes dans le même sens. Parfois, elles sont un peu plus contrastées. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure sur les effets de la fonction mentale, de la tâche mentale sur la performance, où c'était contrasté. Là, je crois qu'on est aussi dans un domaine où les données sont un peu contrastées. En tout cas, quand on regarde... Alors après, il faut toujours se méfier du terrain. À la fois, il faut toujours être curieux de ce que font les athlètes, parce qu'en général, les athlètes sont plutôt intelligents et font quand même des choses intelligentes, et en même temps pas toujours, parce qu'il y a aussi cette espèce de poids de la tradition qui fait que parce qu'on a toujours fait ça, on continue à faire ça. Donc il faut sûrement naviguer entre les deux, mais voilà, les cyclistes, alors les cyclistes c'est pas forcément un exemple non plus, parce qu'il y a aussi la problématique du dopage dans le vélo, mais en tout cas ils sont bien au-delà, y compris de 6 mg, ils sont plutôt... et puis après, il y a ce qui se dit et ce qui se fait réellement. En tout cas, déjà, ils disent qu'ils sont bien au-delà. Donc, on peut imaginer qu'ils sont encore même au-delà de ce qu'ils disent. Donc, non. Voilà, après, c'est... encore une fois, 8, ça commence à faire un peu beaucoup. Mais je pense qu'entre 3 et 6, il faudrait reprendre la littérature et faire une analyse vraiment plus poussée. Mais de ce que j'ai en tête, non, il faut quand même monter au-dessus de 3 mg pour avoir un effet. C'est plutôt à partir de 4, 6 et même un peu plus. Et les gens de la Fédé, s'ils proposent ça, je pense que c'est quand même des gens qui réfléchissent. Enfin, moi, les protocoles, quand je les ai vus, je me suis dit, ouais, ça a vraiment du sens. Ça retombait à peu près sur ce que j'avais imaginé pour les athlètes Salomon. Sans dire que ce que je fais, c'est bien, mais du coup, ça me confortait dans mon idée de dire, ouais, quand même, augmentons un peu les doses et ça peut être sympa. Après, ça dépend aussi vraiment des sports, justement. Parce que plus l'effort va être prolongé, plus il va falloir aussi apporter, à mon avis, de la caféine régulièrement, puisqu'elle est métabolisée, donc il faut en apporter régulièrement. Alors après, ça vous concerne un peu moins, parce que vous n'êtes pas dans les sports. On dirait mes étudiants, c'est pas possible. S'il vous plaît. Merci. Alors, ce que je fais avec mes étudiants, c'est que je les mets dehors. J'ai le droit ou pas? Tu peux. Blague à part, après, quand on est un effort encore plus prolongé, eh bien, il faut renouveler la prise de caféine en calculant. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que vous avez des calculateurs qui vous permettent d'estimer de façon très grossière, parce qu'on ne sait pas, il y a des différences interindividuelles, mais on ne sait pas exactement à quelle vitesse on élimine la caféine, et ça dépend des gens. Il y avait une autre question, je crois, non? Oui. Il n'y a pas d'effet contraire, c'est-à-dire que moi je me rends compte que quand on boit beaucoup de café, ça augmente le rythme cardiaque. Oui, il y a un effet effectivement en tachycardie, mais au repos, ouais. À l'effort, je pense que c'est déjà beaucoup moins grave. Après, les effets, c'est plutôt sur quand vraiment on abuse, c'était la question de tout à l'heure, à partir de quand ça peut devenir délétère, mais moi je pensais plutôt sur des effets, oui je sais, je maîtrise plus ma technique, mes émotions, etc. Je fais un peu n'importe quoi parce que je suis tellement surexcité. C'est plutôt sur le cerveau, les effets négatifs, que sur le cœur. Et j'avais en tête aussi un autre effet aussi au niveau du café, c'est que ça baisse la sensibilité à la syncope pour les apnéistes ou les chasseurs sous-marins. Alors ça, je ne suis pas compétent là-dessus pour répondre à cette question. C'est pas impossible, j'en sais rien. Mais c'est une bonne question qu'il faudra peut-être creuser pour les gens de la Fédé. Effectivement, donc non quand même c'est important. Effectivement, si réellement vous pensez... Encore une fois, j'ai bien pris le soin de dire que je n'étais pas spécialisé dans vos disciplines, mais si vous pensez que ça peut de prendre des grosses doses de café, ça peut entraîner un risque pour la santé des apnéistes, alors ce que je vous dis là, il faut le prendre avec des pincettes et il faut, donc ça serait peut-être pas mal de creuser ça si réellement c'est vrai, parce que je voudrais pas être accusé de dire c'est bon, il a dit que vous pouvez prendre 8 mg par kilo de café et puis être accusé d'avoir entraîné des accidents. Donc la caféine, sujet important qui est revenu vraiment à la mode depuis quelques années. Et puis un autre aspect, avant une compétition, si vous avez, alors vous ne faites pas des sports où vous avez de la privation de sommeil comme en ultra-endurance, mais vous êtes dans des sports comme dans tous les sports où parfois les athlètes ont du mal à dormir, soit ils doivent se lever tôt pour aller à une compétition, soit ils dorment mal parce qu'ils sont spécialement stressés avant les compétitions, etc. Et donc pour lutter contre ces effets que j'ai évoqué sur notamment la perception de l'effort, voire les aspects un peu plus moteurs, de contrôle moteur, il y a quelque chose qui fonctionne bien, mais encore une fois, c'est plutôt pour les sports d'endurance,
c'est l'extension de sommeil. En tout cas, on peut penser que ça fonctionne bien. Nous, on a fait quelques études avec un de mes doctorants à l'époque sur l'extension de sommeil avant et après une nuit de privation de sommeil. Qu'est-ce que c'est que l'extension de sommeil? C'est-à-dire que si vous avez des gens qui dorment habituellement de 11h à 7h, eh bien vous les envoyez au lit à 9h pendant 5-6 nuits avant la compétition. Donc ils accumulent, alors ils ne vont pas dormir 2 heures de plus, s'ils vont au lit 2 heures de plus, mais on a vérifié qu'ils dormaient 1 heure de plus. Donc ils accumulent 1 heure de sommeil de plus chaque nuit. Et ça permet, vous voyez, les effets sur les tests cognitifs, par exemple, d'être plus performants, y compris d'ailleurs avant la nuit de privation de sommeil. Donc c'est pas qu'une histoire de privation de sommeil. Ça peut fonctionner même si vous n'êtes pas dans un sport où vous allez avoir de la privation de sommeil comme de l'ultra-endurance. Et ça a même fonctionné sur la performance de type contraction répétée, c'est-à-dire une performance qui n'est même pas une performance d'endurance. Je vous ai dit que les effets de la privation de sommeil étaient surtout visibles sur les efforts prolongés. Donc là, c'était un effort qui durait une dizaine de minutes, une douzaine de minutes. Donc pas de la force max, parce que là, on n'aurait rien vu. Un effort où déjà la perception de l'effort est impliquée. Mais si l'effort avait été encore plus long, sans doute qu'on aurait eu des effets encore plus spectaculaires. Mais vous voyez qu'on a vu quand même un effet qui n'est pas monstrueux, mais qui était significatif. Parce que donc ils avaient accumulé du sommeil avant. Et ça peut être une autre technique. D'autant plus qu'il y a des études, alors il n'y en a pas des centaines, je vous le dis, mais je pense que ça va venir. Il y aura de plus en plus de choses. Le sommeil, c'est un autre sujet vraiment passionnant. Des études qui montrent que l'extension de sommeil peut améliorer aussi, par exemple, la précision du tir au basket. Donc voilà, même sur les aspects, encore une fois, plutôt moteurs, il peut y avoir un bénéfice de l'extension de sommeil. Donc voilà, une autre solution potentielle pour lutter. En tout cas, le sommeil, je pense que ça mériterait une conférence à part, mais c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Alors, pour le coup, je vais vraiment être obligé de zapper cette partie-là, c'est dommage, c'était mon petit modèle de la chasse d'eau, qui montre justement l'importance de la perception de l'effort sur la performance dans les sports prolongés, mais prolongés, je ne sais pas où est la limite. Déjà, quand on fait un effort de quelques minutes, peut-être ça suffit pour appeler ça un effort prolongé, c'est-à-dire c'est vraiment le cerveau, comme je suis passé, je l'avais écrit sur une diapositive, à partir du moment où l'effort dure un certain temps, c'est vraiment le cerveau qui a le dernier mot et qui dit là, moi j'en ai assez, j'arrête. Donc il faut tout faire pour limiter la perception de l'effort. Et typiquement dans ce modèle, la perception de l'effort était l'équivalent du niveau d'eau dans une chasse d'eau, avec à un moment donné où il y a une réserve de sécurité, c'est-à-dire qu'on s'arrête avant de mourir en général, on ne se fatigue pas au point on meurt d'épuisement, et donc on a cette boule là qui permet d'arrêter le remplissage, donc d'arrêter l'effort. Et ça montre par exemple que, je vais passer là-dessus, ça c'était les mécanismes qui expliquaient, pour y revenir dessus tout à l'heure, ça c'est intéressant, pourquoi quand on fait un effort, le même effort, qu'on continue à faire l'effort, pourquoi ça nous paraît plus difficile? Je réfléchissais si vous êtes déjà posé la question, mais c'est une bonne question. Mais voilà, donc avec des choses intéressantes, genre ce qu'on appelle le mouth rinsing, on va simplement le fait, par exemple, de prendre de la boisson sucrée dans la bouche et la recracher, donc il n'y a pas d'apport énergétique, améliore la performance simplement parce que vous avez cette sensation sucrée dans la bouche qui permet cette sensation agréable qui va diminuer la perception de l'effort, et ça peut améliorer, rien que ça peut améliorer la performance. Donc vous avez des choses assez incroyables, et bien sûr, ça montre l'importance de la préparation mentale. D'accord ? C'est là où je voulais en venir aussi, l'aspect du cerveau. Et puis ça montre aussi qu'il faut tout faire pour arriver le plus tard possible au moment où on va dire stop, où le cerveau va dire stop. Ça veut dire qu'il faut partir avec une cuve, avec un niveau de perception d'effort qui est le plus bas possible, et donc avec une privation de sommeil qui est la plus minime possible. Il faut vraiment, et donc d'où l'intérêt de ce que je viens d'expliquer, par exemple l'extension de sommeil. Alors, j'avais aussi tout un chapitre, mais malheureusement on n'a pas le temps, donc je vais vous le faire rapidement, de l'effet de la fatigue chez les hommes versus les femmes, différence intersexes, et je vais vous la faire courte. En gros, les femmes ont une meilleure résistance à la fatigue. Alors l'implication que ça peut avoir sur l'entraînement n'est pas si évidente que ça, mais en théorie, en tout cas sur le terrain, de ce que j'ai pu, après avoir discuté un peu avec certains entraîneurs, finalement il n'y a pas tant, mais peut-être que vous allez me contredire, il n'y a pas tant d'écart de différence entre
peut-être sauf sur certains aspects, mais en tout cas d'un point de vue de la planification, des charges, etc., il n'y a pas tant de différence si on entraîne un homme ou si on entraîne une femme. Et pourtant, les femmes sont plus résistantes à la fatigue. Donc il devrait y avoir une différence en termes de temps de récupération, etc. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Donc ça, ce sont toutes des données sur lesquelles qui montrent que les femmes, effectivement, vous voyez, baissent moins en force. Donc il y a bien une meilleure résistance à la fatigue. Ça, c'était des études qu'on a conduites sur lesquelles je passe. Et une des raisons, rapidement quand même, une des raisons pour lesquelles les femmes sont plus résistantes à la fatigue, c'est qu'en moyenne, elles ont dans leurs muscles plus de fibres de type lent, de fibres de type 1, qui sont plus résistantes à la fatigue que les hommes. Donc il y a une vraie différence en termes de composition musculaire en moyenne. On va bien sûr trouver des femmes qui vont avoir des sprinteuses, qui vont avoir beaucoup de fibres rapides, mais en moyenne, pour un sport donné, on va dire, les femmes auront un petit peu plus de fibres lentes, résistantes à la fatigue que les hommes, et c'est une des raisons pour lesquelles, voilà, ici c'est la raison principale, mais vous voyez qu'il y a pas mal d'autres, je n'ai pas le temps de développer ça, mais pas mal d'autres raisons, mais le fait qu'elles aient plus de fibres de type 1, de fibres résistantes à la fatigue, permet d'expliquer pourquoi les femmes sont moins fatigables. Il y a aussi une différence en termes de métabolisme, de ce qu'on appelle la flexibilité métabolique, c'est-à-dire que les femmes sont plus capables d'utiliser les graisses à l'effort que les hommes. Et donc c'est aussi sur les efforts prolongés, ça peut être un avantage. Voilà. Et puis elles ont aussi une meilleure capacité à délivrer du sang dans leurs muscles. Donc bref, elles sont pas mal avantagées sur les sports à durée prolongée, sur la résistance à la fatigue. Donc, la conclusion... et puis j'avais la partie récup, mais je vais vraiment faire une minute dessus. Donc la fatigue, c'est pas seulement les muscles locomoteurs, ça peut être les muscles respiratoires. Vous avez vu qu'il y avait des interactions assez compliquées entre la périphérie et le central. Donc déjà, évidemment, c'est pas qu'une histoire de muscles. On a parlé en longueur du rôle du cerveau, soit directement à travers la fatigue centrale, soit indirectement à travers la perception de l'effort. Okay, et donc ça implique aussi des voies afférentes, que ce soit d'ailleurs sur la fatigue centrale ou sur la perception de l'effort. Ce qui remonte de la périphérie va être clé, avec l'exemple du bicarbonate, vous avez un bon exemple, pour limiter l'effort. Donc c'est vraiment important. Il y a parfois, en fonction des types d'efforts, la composante centrale joue en fait un rôle plus important que la fatigue périphérique. Et puis, voilà, la fatigue neuromusculaire, ça explique pas complètement, c'est pour ça que j'ai fait le modèle de la chasse d'eau. On ne peut pas expliquer la performance avec la fatigue neuromusculaire, c'est juste que ça contribue. Quand on dit tout est dans la tête, c'est vrai, mais la tête est quand même bien renseignée par ce qui se passe dans le corps. Donc là, c'est vrai qu'in fine, c'est bien la tête qui décide, mais la tête, elle prend ses infos. Il y a la stasie qui est dans le muscle et qui lui montre, lui dit ce qui se passe dans le muscle. Et donc, mais au final, c'est quand même bien la perception de l'effort qui va être le trigger ultime de la performance, et qui va être influencé du coup, comme on l'a vu, par le sommeil, par la nutrition et notamment les aides ergogéniques, caféine, bicarbonate, etc. Et puis, donc du coup, puisque c'est la tête qui décide, la préparation mentale est clé. Juste pour terminer, on prendra encore quelques questions. La récupération, donc j'avais pas mal de choses à dire aussi là-dessus, mine de rien. Ça a été dit par Maxime, l'importance de la récupération, c'est tellement vrai qu'on appelle ça l'entraînement invisible. Je ne sais pas si vous avez entendu ce terme-là. Donc effectivement, si on s'entraîne sans prendre le temps de récupération, de récupérer suffisamment, plutôt que d'avoir ces phénomènes de surcompensation, on va juste accumuler de la fatigue. Donc là, je vous renvoie au tout début de l'exposé où on était dans un mécanisme qui va conduire potentiellement au surentraînement. Donc bien sûr que c'est important, le temps de récupération, mais aussi, si on veut pouvoir s'entraîner plus, sans tomber dans le surentraînement, on peut aussi jouer sur la qualité de la récupération. C'est un petit peu l'enjeu des... Ce qui va compter avant tout, c'est le sommeil. Donc on a, là aussi on pourrait s'arrêter longuement sur les mécanismes, enfin ce qu'on appelle l'hygiène du sommeil. Qu'est-ce qui va conduire un bon versus un mauvais sommeil? Donc vous pourrez, c'est des choses assez simples, hein, donc vous verrez, c'est pas mal de choses que vous connaissez sûrement, pas forcément 100% de ce qu'il y a sur cette diapositive. Mais je vous passerai les diapos, donc vous pourrez, si ça vous amuse, regarder ça. Donc il y a quand même des choses à mettre en place, alors qui parfois vous semblent évidentes, mais si vous questionnez vos athlètes, vous allez vous rendre compte que finalement, ils n'ont pas forcément ça en tête, et donc peut-être il y a moyen d'améliorer assez facilement la qualité du sommeil. Et comme le sommeil, c'est quand même la clé de la récupération, c'est vraiment important de se poser la question.
il y a des matelas, peut-être ça va être abordé après, des matelas thermorégulants qui permettent d'éliminer la chaleur. Et quand on élimine la chaleur, quand on fait baisser la température centrale, c'est ça qui va déclencher le sommeil. Donc c'est vraiment important de... À l'INSEP, il y a des études là-dessus avec l'équipe de France de rugby, etc. Donc ça c'est déjà, sans aller jusque-là, il y a pas mal de choses que l'on peut faire pour améliorer. Donc sommeil. Et puis après, le deuxième aspect vraiment clé, c'est la nutrition. Et notamment, juste quand même pour terminer avec ça, ce qu'on appelle les fenêtres métaboliques. C'est-à-dire qu'il y a non seulement ce que vous prenez en récupération, comme ration de récupération est important, mais le moment où vous le prenez est aussi clé. Et notamment, donc ça c'était ce que je donnais aux athlètes là sur un cas d'entraînement. Enfin ça, après moi je suis pas expert de nutrition, donc je m'étais évidemment associé avec des nutritionnistes. Ce qui est bien conseillé, alors après ça va dépendre des sports, est-ce qu'il y a eu des dommages musculaires, est-ce qu'il y a besoin de reconstruire le muscle ou pas. Donc bien sûr que c'est pour des coureurs de trail, ça ne veut pas dire que ça s'applique directement à vous. En tout cas, ce qui est important c'est d'apporter à la fois des protéines, enfin des acides aminés, donc avec la whey protéine, peut-être que vous avez entendu parler de ça, la protéine lactosérum, qui est une très bonne protéine pour la récupération musculaire, et aussi des glucides plutôt rapides, donc des fruits mûrs, des compotes, des jus de fruits, etc. Bien sûr de l'eau, mais de l'apporter tout de suite, le plus rapidement possible après l'entraînement ou la récupération. Donc il ne faut pas attendre, je ne vais pas à la douche, je me fais masser, puis après seulement je mange. Non, c'est dans l'autre sens. Et puis après derrière, en fonction de la dépense énergétique, on peut de nouveau, assez vite, avant la fermeture de la fenêtre métabolique, reprendre une autre collation avec potentiellement en ajoutant encore d'autres acides aminés comme la leucine. Bon, ça c'est un petit peu plus débattu. Donc il y a quand même des choses aussi vraiment importantes et clés. Le sommeil, la récupération, peut-être numéro 1, en 2, la nutrition, ou sommeil et nutrition ensemble. Et puis après, j'ai envie de dire, le reste, c'est bonus. Et effectivement, il y a des choses qui vont être plutôt du domaine du confort, typiquement les bottes de compression. Le massage, c'est à la fois du confort, mais il y a quand même des études qui montrent que ça peut aussi quand même réellement, avant que les kinés me sautent dessus et m'agressent, ça peut avoir un vrai effet, contrairement à ce que j'ai dit pendant des années, c'est pas quand même que du confort. L'électrostimulation qui permet aussi de récupérer, notamment si vous êtes en voyage, plutôt que de rester sans rien faire dans le train ou dans l'avion ou même dans la voiture, avoir un peu d'électrostimulation pour continuer à apporter un peu de sang aux muscles, ça peut être une bonne idée, donc ce qu'on appelle l'électrostimulation de basse fréquence. Si vous êtes en voyage, les bas de compression, ça aussi pensez-y. Tous les athlètes n'ont pas le réflexe, c'est quand même intéressant de le faire. Et puis il y a la problématique du froid. Donc là, pour le coup, je vais vraiment dépasser mon temps. Juste attirer votre attention sur le fait que prendre des bains froids, quelqu'un qui aurait l'idée de prendre des bains froids tous les jours, ce serait, alors vous, peut-être que certains se baignent dans le froid tous les jours, mais c'est le sport qui veut ça, mais en tout cas, si c'est pour récupérer, ça peut avoir des vertus effectivement anti-inflammatoires, sauf que l'inflammation est nécessaire à la récupération musculaire. Donc, vouloir limiter l'inflammation avec le froid, c'est-à-dire avec des bains froids ou de la cryothérapie, comme on a ici à l'INSEP, ou pire, avec des anti-inflammatoires. Donc là, inutile de dire que c'est niet, sauf blessure, évidemment, mais juste, il y a des athlètes qui prennent des anti-inflammatoires parce qu'ils ont un peu des courbatures, etc. Donc ça, quand on commence à rentrer là-dedans, je pense que c'est pas bon. Mais même sans parler des drogues, enfin des médicaments, prendre des bains froids trop régulièrement, il y a des études qui montrent que ça limitait la récupération à long terme. Sur le court terme, si vous avez 2 compétitions qui s'enchaînent, oui, c'est une bonne idée. Mais par contre, sur le chronique, il faut éviter de faire des bains froids de façon trop régulière. Bon, voilà, j'avais plein d'autres choses, mais je vais peut-être m'arrêter là parce que... Merci. Voilà, merci. Bon, en tout cas, il y a déjà eu des questions. Merci pour ça. Et puis, on a encore quand même 5 minutes pour... 10 minutes pour les on a 10 minutes si certaines personnes vous posent encore des questions. Je vais passer le micro. Alors, je ne l'ai pas passé tout à l'heure parce que je sais que si je le passais, ça allait enchaîner. On n'allait pas y arriver. Mais voilà. Merci. J'ai une question sur les bains froids, pas tous les jours. Quand on est en compétition et qu'on arrive sur les phases finales ou à des matchs couperés, quart, demi-finale, qui se suivent, est-ce que justement sur la dernière semaine, on peut faire tous les jours ou pas? Oui, oui. Là, on parle plus de récupération à long terme. Donc là, je pense que pour une compétition avec des matchs rapprochés, au contraire, c'est plutôt recommandé. Donc oui, je dirais oui.
Et quand on n'a pas forcément accès à des outils comme on voit sur la photo là, on avait fait un peu à l'ancienne, c'est-à-dire dans une baignoire avec des glaçons. Ça marche ou... Ouais, pas de problème. D'ailleurs là, c'est le cas. Hein. Ça, c'est un truc, tu sais, tu peux acheter ça, ça coûte... J'en ai acheté il n'y a pas longtemps pour les athlètes, donc je peux te le dire. Ça fait beaucoup, même moins que ça. Moi, sur les ventes de sites en ligne, tu peux trouver ça encore moins cher. C'est des trucs gonflables. Alors bon, il faut rentrer dedans doucement. C'est quand même un peu fragile, mais ça marche tout à fait. C'est léger. Tu peux et donc c'est tout à fait ça. Tu mets de l'eau froide, tu rajoutes des glaçons. Il faut juste vérifier la température. Donc ce qui est conseillé, c'est quand même pas c'est pas de la glace quoi quand même. C'est plutôt autour de 10 degrés, entre 10 et 15 degrés. Et c'est les trucs un peu classiques, c'est de dire tu restes le nombre de minutes de la température. Donc si tu es à 10 degrés, tu restes 10 minutes, si tu es à 15 degrés, tu restes 15 minutes. Et donc il faut contrôler quand même la température, il faut acheter un petit canard là qui prend la température, que tu mets dans l'eau pour vérifier que tu n'es ni trop froid, ni... si tu commences à passer au-dessus de 15 degrés, on considère que c'est plutôt du froid. Donc 10-12 degrés, c'est pas mal. Après il faut le tenir, hein, surtout si on fait de l'immersion globale comme ça. Mais du coup, si vous avez les bras, il faut sûrement faire les deux. Pour les coureurs, je pense que rester jusque là, ça suffit. Quand on a le bas du corps, il faut faire les deux. Il faut faire immersion complète, sans la tête. Donc les petites subtilités, c'est d'acheter des... Enfin, vous avez ça, peut-être des néoprènes pour mettre... Je parlais sans micro, des manchons de des néoprènes pour mettre sur les pieds, parce que les pieds sont... Quand on a 10 degrés, c'est pas très agréable. Les athlètes, même 10 minutes à 10 degrés, il faut déjà le tenir un peu. Quoi. Ceux qui sont présents ici. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Oui. Par rapport à l'effort, la perception de l'effort suite à une activité cérébrale importante, est-ce que la récupération derrière va être différente aussi pour un sportif qui a eu justement ce décalage que vous montrez? La récupération, la récupération de la fatigue mentale, j'ai pas trop de données en tête par rapport à ça. Et là, on parle de choses qui sont quand même pas très physiologiques. Hein. C'est-à-dire que la vérité, c'est que personne ne fait ça. Personne ne va aller se prendre la tête comme ça devant un ordinateur pendant 2 heures avant une compétition. Mais c'est la preuve de concept. C'est un peu l'idée de... Donc c'est vraiment difficile de répondre à cette question. Enfin, je pense pas qu'il y a des données. Alors après, je suis pas un expert de la fatigue mentale. Là, j'en ai parlé parce qu'il y avait ce lien entre la fatigue mentale et puis encore plus du sommeil. Vous avez compris que c'était un peu la même idée parce que ça jouait sur la perception de l'effort et donc ce lien entre ça et la performance physique via la perception de l'effort. Mais du coup, la récupération de ça, je saurais pas trop dire. C'est sûrement aussi lié avec le sommeil, c'est-à-dire que si je suis fatigué nerveusement, mentalement, et que je dors bien, je pense que, sauf pour des gens qui sont fatigués chroniques, eh bien, je remets un peu, je fais une espèce de reset, là, je remets les choses je remets les trucs à zéro. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je suis passé un peu vite parce que j'ai pas eu le temps de tout développer, mais la problématique des siestes pourrait être aussi intéressante dans ce cadre-là. Les siestes, même courtes, hein, de 15-20 minutes, sont vraiment quelque chose à privilégier quand vous faites des camps d'entraînement. Il faut absolument que les athlètes fassent la sieste tous les jours, à mon avis. Par contre, il ne faut pas qu'ils fassent la sieste. Alors, on peut faire 1h30 de sieste si on a le temps, mais derrière, c'est compliqué d'aller s'entraîner tout de suite après avoir fait 1h30 de sieste. Par contre, si vous faites 20 minutes de sieste et pas plus, bah, vous faites un espèce de reset dans le cerveau qui fait que derrière, l'intensité qu'on peut mettre dans l'entraînement, la qualité de l'entraînement va être complètement différente, et même au niveau ça c'est un des mystères de la physiologie, c'est pourquoi on arrive à récupérer aussi vite d'un point de vue mental en dormant si peu. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pour expliquer qu'on a ce reset en quelques minutes, et quand je dis 15-20 minutes, même si vous dormez 5 minutes, ça peut déjà faire une différence. Mais idéalement, si vous êtes à un camp d'entraînement et que vous avez le temps, prenez quand même ces 20 minutes-là. Mais entre des athlètes qui feraient la sieste et puis qui dormiraient bien d'une façon générale, et ça, vous avez peut-être entendu parler de ces problématiques à travers les footballeurs notamment, sans même parler des problématiques de blessures, parce que ça c'est encore autre chose, mais évidemment c'est aussi tout à fait en lien avec ça. Là j'ai parlé que de l'effort, de la perception de l'effort, etc., le mental, mais évidemment que le sommeil a aussi un rôle sur la récupération musculaire, tendineuse, etc., à travers la production d'hormones de croissance pendant la nuit, etc. Donc évidemment, quand on escamote son sommeil, en plus de ces effets négatifs
sur la performance que j'ai décrit, on se met en danger en tant qu'athlète. Donc ça, c'est vraiment important. Donc bref, c'était pas la question, mais c'était ma réponse. Non, c'était un peu la question quand même. Ah, mais pour votre question précisément, j'avais pas de réponse précise. Je sais pas si elles existent, en tout cas moi je l'ai pas. J'avais une question sur la variabilité de la fréquence cardiaque pour estimer du coup la récupération. Est-ce que les tests de Ruffier et Diction-Ruffier, c'est une bonne approximation parce que c'est assez simple à réaliser chez soi ou pas du tout? Ouais, non, ça c'est quand même un peu grossier, non, je crois que ça, faut oublier, ça sert à rien. C'est bien pour estimer le niveau de forme d'une personne sédentaire, mais non, il faut faire des tests. Alors maintenant, quelqu'un qui voudrait mettre un peu d'énergie là-dedans, qui a tellement juste avec des ceintures, il faut prendre la peine d'avoir une vraie ceinture, c'est-à-dire pas la prendre des montres, enfin qui mesurent la fréquence cardiaque à la montre, une vraie ceinture, et puis en respectant un certain protocole. Il y a des choses quand même, on ne fait pas n'importe quoi, sinon ça sert à rien, il vaut mieux pas le faire du tout. Mais non, il faut au moins ça. 6 minutes, on considère qu'il faut au moins 6 minutes, plutôt le matin au réveil, plutôt que la nuit. Enfin, je sais pas après ce que diront les experts derrière moi, mais en tout cas, c'est un peu ce que j'ai en tête. Donc un cardio-fréquence-mètre qui coûte pas si cher que ça, suffit pour avoir une bonne idée avec des logiciels qui peuvent être accessibles en ligne, etc. Et puis après, si vraiment c'est trop les athlètes, ben après c'est les outils effectivement de montres, de bagues dont j'ai parlé rapidement, qui sont pour le coup assez moins précis, mais qui permettent d'accumuler de la donnée comme ça au quotidien. Je ne suis pas un expert dans le domaine, mais je crois quand même que la tendance c'est de dire ouais, c'est important, faites-le, pas forcément tous les jours, mais faites-le comme il faut au réveil pour monitorer cette fatigue du système nerveux autonome. Et c'est quoi les tests que vous recommandez depuis qui durent 5-6 minutes C'est simplement mesurer, on se couche dans son lit, on va aux toilettes, on essaye de ne pas se réveiller avec une alarme, puis on met son cardio et on reste 6 minutes, on fait une mesure, qu'on est au calme pendant 6 minutes et on fait une mesure de sa fréquence cardiaque et derrière on analyse le signal pendant X minutes, enfin sur la fin quoi, je crois que c'est les 2-3 dernières minutes. Voilà. Et derrière on passe ça dans le logiciel et ça nous donne tout un tas d'indicateurs. Mais bon, l'indicateur global qui est à quel point la fréquence cardiaque est variable. Après, il y a des analyses plus pointues que ça sur les basses et hautes fréquences, etc. Mais à quel point déjà la fréquence cardiaque est variable. Si la variabilité diminue de jour en jour et qu'il y a des tendances nettes, bien sûr qu'il y a toujours de la variabilité dans la variabilité. Mais globalement, si la tendance est à la baisse et que ça corrobore avec une perception de l'effort difficile à entraînement, des troubles du sommeil, des performances qui diminuent, etc. Bon, c'est peut-être qu'il faut faire attention. Ouais, Kevin, tu avais un autre point? Attends, il y a une question. Attends, Kevin. Ah, pardon, il y avait une autre question avant, excuse-moi. Ce sera les dernières, c'est après. Il va falloir qu'on enchaîne, désolé. Bonjour, vous avez parlé du lien entre effort long et peu intense, donc qui induirait une fatigue nerveuse, et effort court et intense qui induirait plutôt une fatigue musculaire. Alors la question que je me pose, c'est sur des sports de force ou sur des sports par exemple de type crossfit, on va être sur des efforts d'intensité anaérobie en puissance capacité. Est-ce que c'est valable? Je pense que non. Non, là on est quand même plutôt sur le crossfit, on est quand même plutôt sur la fatigue musculaire essentiellement, la fatigue périphérique. Mais ça c'est un peu schématique, parce que typiquement si je fais un effort soutenu, en crossfit je crois qu'il n'y a pas d'effort vraiment soutenu, c'est quand même plutôt des efforts dynamiques répétés. Soutenu, c'est-à-dire typiquement j'ai montré sur une des premières diapositives, je fais une 2 minutes de contraction, alors ça n'existe pas en sport, mais 2 minutes de contraction prolongée intense. Et bien là, contrairement à ce que j'ai dit, on peut avoir une fatigue centrale importante. Donc cette notion de dire le plus c'est long et le plus on a de fatigue centrale et le plus c'est court, le plus on a de fatigue musculaire, c'est très schématique parce que la réalité elle est plus compliquée que ça. On peut avoir des fatigues importantes sur des efforts très courts à condition qu'ils soient soutenus. Et puis après, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais la cause de cette fatigue centrale peut être aussi différente. Est-ce qu'on aurait la possibilité de faire le lien entre type d'effort, le métabolisme dominant qui est utilisé pour ce type d'effort et le type de fatigue? Non, c'est pas tellement une histoire de métabolisme, c'est plutôt une histoire d'activité des unités motrices et des neurones. Et ce qui se passe au niveau des capteurs. Alors bien sûr, les capteurs peuvent être en lien avec le métabolisme, typiquement l'acidose.
c'est bien ça. Ça peut effectivement induire une fatigue centrale, mais c'est pas qu'une histoire de métabolisme. Je posais la question par rapport à l'apnée, parce qu'en apnée, on ne fonctionne pas trop en métabolisme, mais on a un effort physique qui va être plutôt modéré à faible intensité, et on raisonne en hypercapnie-hypoxie, et on considère l'hypoxie comme une intensité qui va être maximale. On va considérer le travail, bref, à intensité moindre de l'hypercapnie. Et ce qu'on a du mal, c'est évaluer la fatigue liée à ce type d'effort. Ouais. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait des études de fatigue centrale après des efforts d'apnée. J'ai essayé de regarder, après j'avoue que c'est une semaine un peu compliquée, enfin ces dernières semaines un peu compliquées, donc peut-être que je suis passé à côté de certaines choses, mais peut-être qu'il n'y a juste rien. Et sans doute, alors ce sont des efforts qui sont vraiment très très particuliers, hein, forcément en apnée, mais il y a des gens qui travaillent, hein, des scientifiques qui travaillent, vous le connaissez sûrement mieux que moi, mais ouais, je pense qu'il y aurait peut-être des choses à faire, on va savoir, peut-être qu'aujourd'hui ça va donner naissance à des travaux, notamment dans l'apnée, qui est quand même un effort particulier, qui mériterait peut-être d'être interrogé sous l'angle de la fatigue neuromusculaire, justement. Donc après, si vous êtes intéressé, on peut réfléchir à des collabs, pourquoi pas, hein, à voir. Mais bon, il faudrait que je me forme un peu plus, effectivement, parce que c'est ces histoires d'hypoxie, d'apnée, etc., ce sont des choses qui sont quand même très spécifiques à l'apnée et qu'on n'a pas dans les efforts classiques, mais ça pourrait être intéressant. Merci. Merci Guillaume. Il va falloir qu'on enchaîne, je suis désolé.